Hello hello, trop contente de vous retrouver pour cet épisode de podcast aujourd'hui qui va être sur le sujet de la prise et la perte de poids. Donc je suis en compagnie de 3 chers abonnés Sova. Je vais vous laisser vous présenter d'abord. Alors Victoria, dis-nous tout, qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu dans la vie? Alors, je m'appelle Victoria, j'ai 31 ans. Moi, je suis responsable d'un centre relations clients pour les autoroutes. Voilà, je me cache, on n'est pas forcément le secteur le plus aimé. Bon, c'est pas grave. Mais quand vous avez en fait un problème à un péage, et ben que vous appuyez sur le petit bouton aide, vous tombez sur une partie de mon équipe située du coup à Metz en Lorraine. Trop intéressant, en vrai, j'avais jamais entendu ce genre de métier. On n'est pas nombreux. Dorian. Alors moi je m'appelle Dorian, j'ai 21 ans. Actuellement je reprends l'école pour être infirmière, mais avant ça j'ai déjà été en pharmacie. Après j'ai travaillé dans les pompes funèbres, donc pas très loin de Victoria puisque je suis dans les Vosges. Ok. Et donc en septembre je reprends l'école pour tout ça. Mais vous habitez dans les Vosges? Moi j'habite à Metz. Mais vous êtes venu à Paris pour ça? Oui. Moi oui. Waouh. Quel honneur. On a de la chance aujourd'hui. Ambre, dis-nous tout. Et donc moi c'est Ambre, j'ai 27 ans et je suis assistante juridique. Donc je travaille dans un cabinet d'avocats qui fait on fait du droit pénal, on défend l'État, les fonctionnaires en général, et du droit de la famille, du droit des saisies immobilières. Ok, trop bien. Et ben je pense que l'idée c'est que que chacune vous explique un petit peu quand est-ce que vous avez été diagnostiquée, comment ça s'est passé, et après on enchaînera un peu sur votre histoire justement avec votre poids, la relation avec le corps, etc. Donc dis-nous tout, Victoria. Alors moi j'ai été diagnostiquée vers mes 15-16 ans, donc il y a plus de 15 ans maintenant. Je voulais me protéger, donc j'avais été au planning familial pour demander la pilule. Et c'est vrai que c'était pas très régulier parce que j'avais tous les mois une pilule différente. J'ai eu Jasminel, Liane 35, Optilova, voilà, j'arrêtais pas de jongler. Et en l'espace de 6 mois, j'ai pris plus de 30 kilos, alors que j'étais dans un poids de forme normale. Et j'ai commencé à avoir de la pilosité, surtout au niveau du visage. Donc pas un endroit très très habituel pour une femme, et ça a commencé à beaucoup me complexer. Donc voilà, j'ai demandé à ma maman, est-ce qu'on peut aller voir un gynéco, parce que je pense qu'il y a quelque chose quand même. Et le gynéco m'a très très vite diagnostiqué SOPK. À l'époque, déjà je suis contente qu'il ait mis un nom sur ce que j'avais, mais à l'époque on n'avait pas beaucoup d'infos là-dessus, donc simplement l'habituel. Écoutez, je vous mets sous pilule, je peux rien faire d'autre, et revenez me voir quand vous voudrez des enfants. Ouais, le classique. Voilà, le classique. Et donc j'ai vécu 12-13 ans comme ça, un petit peu dans l'ignorance, et puis à faire beaucoup de yo-yo avec mon poids. Pour moi, le SOPK, c'était un ennemi à abattre, et c'était vraiment très très compliqué de vivre avec lui. Donc j'ai perdu 10 kilos, j'en ai repris 20, j'en ai reperdu 10. J'ai été voir plein de médecins, j'ai tenté plein de régimes. Rien n'a fonctionné, spoiler alerte, c'était juste temporaire. Et tu savais à ce moment-là que c'était à cause du SOPK? Pas du tout. Tu pensais que c'était toi le problème? Ouais, je pensais que c'était moi, parce que oui, j'avais des troubles du comportement alimentaire que j'ai développés au fur et à mesure, mais j'ai mis longtemps finalement à me rendre compte que j'avais des TCA. Pour moi, j'avais juste des petites crises comme tout le monde pouvait avoir. Oui. Non, vraiment, c'était des crises avec des très grosses proportions quand même, et j'avais pas du tout de compensation, moi. Donc c'est juste de l'hyperphagie. Ah ouais, juste de l'hyperphagie. Fallait que je mange, et aucune sensation de satiété en fait. Donc j'avais tout le temps faim. Et puis on entend toujours de toute façon c'est qu'une question de volonté, que j'étais pas maîtresse de mon corps, etc. Donc ça c'était très dur. Et en plus j'ai jamais été sportive. Encore l'un dans l'autre, quand j'avais des crises, et puis en plus du coup je compensais pas du tout avec du sport, c'était vraiment très compliqué. Mais est-ce que tu compensais autrement, en te privant sur la nourriture les semaines d'après? Même pas. Ok. Même pas. C'était vraiment juste des crises. Il fallait que je mange, quoi. Ouais. Ok. Et oui, c'est cette sensation d'avoir besoin de se remplir. C'est ça. Et du coup, c'était toujours pire après un régime, parce que dans tous les régimes, on a voulu me restreindre le sucre. Donc plus on me restreignait le sucre, pire c'était après. J'ai un souvenir il y a quelques années d'une micronutritionniste qui m'avait même interdit les petits pois, les haricots verts, parce qu'il y avait du sucre. Ouais, j'avais pas le droit de manger des fruits. Parce qu'il y avait du fructose, il fallait même que je mange pas de fructose. Donc je suis devenue folle au bout de 10 jours.
J'étais dans un état de stress, d'angoisse, de colère et j'arrivais plus du tout à me gérer. Et voilà, j'étais un petit peu dans cette inconnue. Et il y a 1 an et demi, en fait, j'ai découvert Sova sur les réseaux. Et j'ai commencé à vous écouter, à vous lire, et je me suis rendu compte que finalement, ça avait évolué, qu'on avait découvert un petit peu l'envers du décor du SOPK, et que je pouvais agir pour mieux vivre avec mon SOPK, et qu'en fait, c'était pas un ennemi, mais que c'était un colocataire invisible, et que je devais apprendre à vivre avec. Et j'ai commencé à me complémenter, donc tout doucement avec Ovastart, les oméga 3, le magnésium. En parallèle, j'ai repris le sport également. Alors tout doucement, le yoga. D'ailleurs, Camille, si tu passes par là, je te fais un petit coucou parce que j'ai une prof extraordinaire qui vraiment m'a permis de faire la paix avec mon corps. Ouais. Et c'est vrai que les sports doux pour commencer, c'est bien. Pour une remise en forme, commencer à apprécier le sport, le mouvement, le yoga, c'est bien. Ouais. Et apprendre à se respecter. Peu importe la morphologie, peu importe les capacités qu'on a, juste dire, OK, aujourd'hui, mon corps, il peut me donner ça, mon objectif, c'est ça. Et en fait, on va y aller étape par étape. Et puis, OK, aujourd'hui, je peux pas plus, c'est pas grave, demain, je pourrais peut-être un peu plus. Et j'ai trouvé ça hyper sain. Et ça a commencé à changer un petit peu ma vision du corps et de l'alimentation. Okay. Je suis également suivie par un médecin nutritionniste donc dans l'Est. Ça du coup je pense qu'on ira détailler après toute cette partie-là. Moi j'ai des petites questions déjà sur ton parcours pour que je resitue. C'est à partir de quel âge que tu as commencé à avoir des TCA? C'est venu dans la foulée avant mes 18 ans. Donc très rapidement après le SOPK. Et c'est à quel âge du coup que tu as eu le déclic en découvrant Sova, si j'ai bien compris? C'était il y a 28-29 ans. 28-29 ans. J'avais 28-29 ans. Donc tu as eu 10 ans de yo-yo où tu pensais que c'était de ta faute, que tu avais des troubles du comportement alimentaire, etc. Et ça a énormément joué sur ma santé mentale. Beaucoup de stress, d'anxiété, des états un petit peu dépressifs. Quand on tombe, on a la sensation d'être au fond du trou, d'être incompris. Parce que tout le monde me répète, c'est qu'une question de volonté. Bah alors c'est quoi mon problème? Pourquoi j'ai pas de volonté? J'aimerais que ce soit les gros qui disent ça. Enfin, que les gens qui disent ça deviennent gros. Mais bien sûr. Et franchement, je comprenais pas. Alors, mais plus on me le répétait finalement, plus je manquais de volonté et plus je m'emmurais dans un truc de toute façon, je suis une fautive, je suis une bonne à rien. Toute ma vie, je serai grosse, c'est comme ça et puis c'est tout quoi. Et est-ce que quand même il y a des choses pendant cette période, parce que je pense que les gens vont se poser la question, quand tu disais, tu vois, tu prenais 20 kilos, tu perdais 10 kilos, il y a eu des moments où tu as réussi à perdre du poids? Oui. Et qu'est-ce que tu faisais en fait? Qu'est-ce qui changeait comparé au... J'avais une alimentation hyper restrictive. Hyper restrictive, ok, donc c'était vraiment juste restrictif quoi. C'est ça. Donc en quantité ou même dans ce que tu mangeais? En quantité et même dans le choix des aliments. Comme je disais, il y a même quelqu'un qui m'a interdit de manger des haricots verts et des petits pois. Oui, parce que tu as essayé de te faire aider pendant toutes ces années. J'ai quand même essayé de me faire aider. Mais il y avait pas cette compréhension sur les bonnes personnes. C'est ça. J'ai été voir des diététiciens, j'ai été voir des nutritionnistes, j'ai été voir des micronutritionnistes. Et il y avait toujours ce truc je sentais bien qu'il y avait du jugement. Et comme si on sait que tu manges McDo et que tu bois du Coca, alors que pas du tout en plus. Moi j'avais des crises, mais absolument pas là-dessus. Et j'ai même un médecin une fois qui me l'a dit en face. Le SOPK, n'importe quoi, arrêtez de manger McDo et de boire du Coca et vous irez vite mieux. Mais en fait, pas du tout. Je me suis sentie agressée et je suis sortie de là-dedans en larmes, en me disant qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce qu'un jour je vais trouver quelqu'un qui va me croire, et puis qui t'aide quoi. Donc là, c'est quand cette phrase-là notamment, c'est après que t'es conscientisé que le SOPK faisait prendre du poids. Parce que c'est ça aussi, c'est que t'as passé 10 ans à pas comprendre que c'était en partie, alors il y a pas que ça, mais en partie le SOPK. Alors le coup du gynéco qui m'a dit ça, c'est parce que en fait je venais de me faire poser un stérilet à l'époque, parce que je voulais arrêter la pilule, chercher une autre méthode de contraception. On m'avait proposé le stérilet et j'avais énormément de douleurs, sauf que mon gynéco était en vacances et donc j'ai pris un rendez-vous en catastrophe chez un autre. Et je lui ai donné mes antécédents, entre guillemets. Donc, c'est là que je lui ai dit que j'avais le SOPK et que je m'étais fait poser un stérilet, que j'avais énormément de douleurs, etc. Je me suis fait envoyer péter à 3 km. Mais t'as enlevé ton stérilet au moins ou... Non. J'ai été après aux urgences de l'hôpital mère-enfant
où j'ai été reçue par des médecins qui m'ont prescrit une ordonnance pour du Doliprane et une échographie. Mon médecin est revenu, donc mon gynéco est revenu de vacances une semaine après. Il m'a pris en urgence un matin et en fait j'avais un fibrome de plusieurs centimètres dans l'utérus et j'ai été opérée 10 jours après. Ouais. Oh, je suis désolée, mais les histoires comme ça me rend vraiment dingue. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Bon. Ouais. Et faire un fibrome, à l'époque j'avais 23 ans, c'est quand même pas normal. Bah oui. Voilà. Ouais. Donc là, c'était un moment, oui, c'est le fameux moment où t'as arrêté la pilule et qu'après, finalement, tu l'as repris, quoi. C'est ça, finalement, je l'ai reprise parce que moi, j'avais un cycle artificiel et je pense que ça m'a quand même... on me disait en plus que ça allait m'aider pour les autres symptômes, la pilosité, l'acné, etc. Ouais. Donc, je me disais, bon, bah, si j'ai pas le choix, ok, je vais rester sous pilule, ça va... Mais t'avais pas eu tes règles, du coup, pendant toute la période d'arrêt de stérilet. Ok. C'est un stérilet au cuivre, j'imagine. Ah, je sais plus. Non, c'était un hormonal à l'époque. Ah, c'était un hormonal. Ouais. Ah ouais, ok. Parce que les hormonales sont généralement bien supportées. Enfin, même peuvent diminuer les symptômes, mais du coup, toi, c'était enfin, t'avais un fibrome qui te, ça te faisait mal, quoi. Ok. Ok, voilà. D'accord. Là-dessus, on peut passer à Dorian. Explique-nous un petit peu ton histoire avec le SOPK. Quand est-ce que tu as été diagnostiquée, à quel âge, etc. Alors moi, mon histoire avec le SOPK, j'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Donc comme Victoria, j'ai été sous pilule assez jeune, mes 13 ans, parce que avant ça, j'ai toujours des problèmes d'endométriose. Et donc il y a 2 ans, j'ai été diagnostiquée après une très grosse perte de poids. Suite à cette perte de poids, j'ai donc arrêté ma pilule. Et après l'arrêt de ma pilule, j'ai tout de suite constaté à l'inverse une très grosse prise de poids, une grosse chute de cheveux. Mais le temps que tout ça se régule, je me suis dit que mes cycles ne revenaient pas forcément, parce que moi, mon problème, c'était vraiment l'absence de cycle. N'allait pas revenir tout de suite. Donc j'ai repris la pilule aussi pendant 1 an, mais ça restait toujours quand même dans un coin de ma tête. Pourquoi, avec un poids plus élevé, je n'avais jamais retrouvé de cycle? Oui, c'est ça, parce que je pense qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que t'étais quasiment en anorexie au final. J'étais totalement en anorexie. Ok, et quand t'as arrêté la pilule, tu pensais que t'avais pas tes cycles à cause de cette anorexie, mais vu que t'as repris du poids, tu t'es dit, ça devrait revenir. C'est ça. Pour moi, ça devait revenir. Sauf que c'est jamais revenu. Donc j'ai quand même repris la pilule. À ce moment-là, j'ai pas vraiment essayé de comprendre. À ce moment-là, j'avais 16-17 ans. Et donc, quelques temps plus tard, ça restait quand même toujours dans un coin de ma tête. Et donc, j'ai décidé de l'arrêter une nouvelle fois. Et à ce moment-là, j'ai consulté. Donc, ça a été tout de suite une échographie pelvienne. Donc, tout de suite des ovaires multifolliculaires. Multifolliculaires, c'est pas facile à dire. Puis des prises de sang. Donc, là-dessus, j'ai quand même eu assez de chance. J'ai été diagnostiquée assez rapidement. Mais par contre, derrière... Par un gynéco, du coup. Par un gynéco, ouais. Mais par contre, derrière, j'ai eu aucune prise en charge. On m'a rien expliqué. On t'a même pas dit la pilule? Non. Ah ouais? Si, pardon. Ah oui, on t'a dit prendre la pilule. Oui, on m'a juste dit, voilà, comme on a tout un peu connu la chose classique, prenez la pilule et puis revenez me voir une fois que vous voudrez des enfants. Je pense que c'est quand même le discours qu'on a un petit peu tout entendu. Yeah. Donc moi, j'ai quand même voulu avoir un deuxième avis. J'ai été voir un autre gynéco. Et là, ça a été un petit peu la descente aux enfers puisque avant tout ça, j'ai eu beaucoup de TCA. Et lui, la seule chose qu'il a trouvé à me dire, c'était perdez du poids, prenez la pilule et revenez me voir pareil quand vous voudrez un enfant. Mais juste pour remettre dans le contexte, à ce moment-là, tu faisais quel poids pour quelle taille? Si c'est à ce moment-là, je dirais que je faisais à peu près 57 kilos pour 1m61, donc j'avais quand même un poids tout à fait normal. Mais c'est même pas mon poids là, enfin... Okay. C'était vraiment un poids de norme. Bah oui. Et on m'a quand même préconisé de perdre du poids pour guérir entre guillemets. On préconise aux femmes quand même qu'il faut perdre. Mais moi, il m'avait dit un truc horrible. En plus, c'est un gynéco hyper connu, mais il m'avait dit, vous êtes condamnée à rester belle toute votre vie. Pardon. Parce qu'être mince, c'est être belle. Enfin, en gros, parce que oui, pareil, à l'époque, je faisais quand même un peu plus. Je devais faire 64, mais j'avais déjà perdu un peu de poids. Je devais faire 64, 65 pour 1m60. Donc, en effet, un peu à la limite du surpoids, ou voire un petit peu dans le surpoids. Et ouais, il m'avait dit, vous êtes condamné à rester belle toute votre vie. Enfin, genre, vous perdez des kilos et après, vous êtes condamné à rester belle toute votre vie. Ok. Mais oui, du coup, t'étais juste dans un poids carrément dans la norme. Totalement normal. Et moi, à ce moment-là, ça a été vraiment un traumatisme parce que je suis quand même descendue à 40 kilos par un moment. Ouais.
Et le fait qu'on me dise encore de perdre du poids pour, entre guillemets, rester en bonne santé, là, c'est là que je me suis dit que j'étais vraiment dans un cercle vicieux, puisque j'essayais de gérer mon alimentation, mais plus j'essayais de gérer mon alimentation pour mon SOPK, plus je nourrissais mes TCA, en fait. Et c'est là que... Et donc là, quels étaient les TCA à l'époque? C'était des crises? À l'époque là, c'était une fois que j'ai arrêté ma pilule, après cette grosse prise de poids et que j'ai effectivement pris beaucoup de poids, là, ça a été énormément de boulimie quand même. Ouais. Ouais, là, vomitif, du coup? Oui, vomitif. Ah oui, ok. Là, j'ai vraiment alterné les phases, en fait, entre restriction et compulsion. Et à ce moment-là, je pense que ça a encore plus accentué la chose. Parce que j'essayais vraiment d'être parfaite. Et au final, on sait que c'est comme ça que les crises se déclenchent plus qu'autre chose. Ouais. Et c'est là que, là, je me suis dit, il y a vraiment un problème. On pousse les femmes à perdre du poids pour gérer leur SOPK, mais on prend pas en compte derrière la charge mentale que ça peut. Et puis l'aspect psychologique, et puis le fait que les gens ont déjà peut-être un terrain glissant avec l'alimentation. C'est ça. Mais au final, ce qu'ils oublient quand même, c'est que n'importe quel aliment sera toujours plus sain qu'un TCA. Oui. Et ça, on préconise quand même. Ouais, 100%. Je suis hyper d'accord avec ça. Ok, donc ça, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, à peu près. Ok. Donc sortie un peu après la sortie du confinement, quoi. Enfin, 2000. Oui, non, au final 2023 quand même. 2023 quand même. Donc quelques temps après. Mais les TCA, ils sont quand même arrivés en 2021. Donc c'est ça. Après le confinement, parce que j'ai quand même eu vraiment 1 an de phase très restrictive jusqu'à tomber à un poids très bas. Ouais. Et après, les compulsions sont venues se mêler à tout ça. Et donc, tu penses que le confinement a eu un rôle sur le déclenchement de tes TCA? Je pense que oui, le confinement a vraiment eu... C'est quand même l'élément déclencheur de tout ça. C'est vrai que moi, j'ai souvenir qu'en sortie de confinement, il y avait soit les gens qui avaient pris énormément de poids, soit les gens qui avaient perdu énormément. Il y avait mais tout le monde avait un peu changé. Oui, en fait, il y a plein de gens qui se sont remis au sport. Avec les sorties, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à aller courir. Il y avait tous les cours en ligne aussi, justement, un peu de fitness ou de yoga, etc. qui se mettaient. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment un peu ces deux teams. Et il y avait pas vraiment d'entre. Ouais, il y avait pas vraiment de gens qui sont restés à peu près pareil, quoi. J'ai pas vécu la même chose que vous parce que pendant le confinement, je devais continuer à travailler. Ah oui, mais c'était pour ceux et du coup, tout mon entourage finalement avait un rythme assez classique. Et donc, j'ai pas du tout vécu la même chose que vous. Ah ouais, toi, ton entourage aussi, il travaillait? Il allait au travail? Ouais. Pendant le confinement. Bah oui, parce que dans mon job, je suis, ma société est reconnue d'utilité publique. On est un service d'État en fait, et donc on doit une continuité de service, peu importe ce qui se passe et ce qui arrive. Donc il y avait les bureaux à l'autre bout des pièces. Ouais. Donc nous, on continuait à travailler. J'allais au bureau. J'avais quand même quelques jours de télétravail, mais j'allais au bureau 3 ou 4 jours par semaine quand même. Ah ouais. Et donc finalement, j'ai pas eu cette coupure. Moi, je me suis pas mise au sport pendant le confinement. Ah, moi, je suis pas sortie de chez moi. C'est ça, moi, du coup, à cette époque-là, en tant que lycéenne, j'étais vraiment confinée. Et je te rejoins un petit peu, en fait, le confinement, on a vraiment vu comme quoi c'était un challenge au final. C'était le challenge de perdre du poids, de se mettre au sport. Et ça a vraiment... Et puis il y avait vraiment un peu ce côté à la sortie du confinement où on te faisait un peu comprendre que si tu t'étais pas mis au sport, si t'avais pas perdu du poids, t'avais pas évolué, qu'est-ce que tu faisais chez toi toute la journée, quoi. T'as loupé quelque chose. Il y en a qui faisaient des gâteaux. T'étais là toute la journée chez toi à rien pouvoir faire d'autre que du sport. Pourquoi t'as pas perdu de poids? Pourquoi t'es pas plus musclé? Donc je pense que ça. Oui, après c'était aussi le fait, comme tu disais tout à l'heure en off, c'est que on a tous passé beaucoup de temps sur les réseaux. Et c'était un peu le moment où, en effet, tu commençais à te comparer, à te dire, lui fait ça de son confinement. Donc, je pense un peu la toxicité pour le coup, c'est pas du confinement parce qu'on n'avait pas le choix, mais plus des réseaux aussi. Ok, Ambre, est-ce que tu veux nous faire un petit tour de ton histoire? Ouais. Donc, moi, j'ai été diagnostiquée il y a maintenant presque 6 ans. Du SOPK. C'était un peu totalement par hasard. Je regardais YouTube une interview d'une femme et qui parlait entre autres de son SOPK. Et plus ça avançait, plus je me disais mais j'ai pas mal de symptômes qui ressemblent et dont je trouve pas la cause. À cette époque, je consultais depuis déjà plusieurs années plusieurs médecins pour plein de symptômes différents. Donc c'était lesquels par exemple? J'avais des problèmes de digestion, j'ai développé des intolérances alimentaires, j'ai fait beaucoup d'alopécie, toute la prise de poids, j'ai pris pareil 30 kilos en je pense 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais, mais ça c'est dingue, c'est impressionnant. Alors que je faisais du sport à côté en compétition, donc j'avais
quand même plusieurs heures. Je faisais de la natation de course à l'époque. Comme j'étais à la fac et j'ai commencé à faire une fac de droit, on avait un rythme, on faisait du 8h, 20h. J'étais bon, bah, c'est avec le stress, on n'a pas forcément le temps de manger non plus. Enfin, je trouvais plein d'excuses et en fait, un peu le déclic pour moi, ça a été l'irrégularité des règles. J'avais des règles qui étaient là entre tous les 2 à 4 mois. Et à chaque fois que j'en parlais avec mes amis, c'était enfin, il y a un problème. Et je me voilais un petit peu la face en me disant, bah, d'un côté, ça m'arrange de pas les avoir tous les mois quand même. Et puis, bah, quand je suis tombée sur cette interview, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le signe il faut aller consulter et voir. Au pire, ce sera pas ça, mais au moins j'aurai peut-être un nom à mettre sur ce que j'ai. Et donc j'ai été consulter ma sage-femme qui a un petit peu minimisé la chose en me disant non mais bon bah pour les règles, il y a des femmes qui sont pas réglées tous les mois, c'est rien, mais bon tu peux avoir un 35 jours. Voilà. Il y a des femmes qui ont un 35 jours, un 37 jours toute leur vie et qui ont rien comme autre symptôme à côté, why not? Mais bon, là c'était pas vraiment quelque... Là et puis c'était jamais autour des mêmes dates, enfin vraiment il y avait rien de régulier en fait, plus long, vraiment. En plus, surtout, Et elle m'a quand même prescrit l'échographie pelvienne et puis le bilan hormonal et sanguin. Et donc là, il n'y a pas eu de doute, c'était le SEPK. Et j'ai été faire l'échographie on a à côté de Versailles un établissement qui s'appelle le Centre de la Femme, qui est très axé autour de la fertilité. Et là, pareil, ça a été un petit peu à nouveau minimisé en me disant bon bah voilà, c'est le SEPK, mais bon, il y a rien de grave, on peut avoir des enfants. Et c'était la seule chose qui m'a été dite. Bon, au moins on t'a pas dit t'auras jamais d'enfants. Déjà c'est un progrès, mais ouais, mais pour moi, enfin j'avais 21, 22 ans, d'autres symptômes, donc dans tous les cas. Pour moi, la fertilité c'était pas vraiment le cadet de mes soucis. Et en fait, tous les premiers spécialistes que j'ai rencontrés, tout tournait autour de la fertilité et les autres symptômes, c'était totalement mis de côté. Alors que, enfin moi, à 22 ans, les enfants, c'était pas du tout... Oui, non mais je comprends. Après, tu peux quand même avoir le projet en tête. Et il y en a pour qui ils se prennent ça à 15 ans et ça reste un choc toute leur vie. Tu vois, là, je pense qu'il y a un point positif, c'est qu'ils t'ont dit, rassurez-vous, vous pouvez avoir des enfants, parce qu'ils savent que quand tu tapes sur Internet, bon, voilà, tu vois, c'est la première chose que tu vois, c'est première cause d'infertilité mondiale. Par contre, en effet, on reste quand même toujours très centré sur le sujet de la fertilité et ça reste un problème, en effet. C'est ça. Et du coup, en fait, ma mère m'a adressé un gynéco qui a été vraiment génial. Tout de suite, qui m'a demandé quels étaient mes symptômes, ce qui me dérangeait, qui a vraiment pris en compte un petit peu mes projets aussi sur long terme en me disant bon bah on va faire le focus sur ce qui vous dérange le plus. Il m'a pas proposé la pilule pour le coup, alors que la sage-femme justement avant c'était le premier discours c'était bon bah quelle pilule vous voulez. Bah en fait je viens pas pour ça quoi. Et alors que là le gynéco ça a été vraiment moi je vous conseille pas d'être sous pilule. Si c'est pas ce qui vous dérange, qui est l'hôpital d'Antony, un ovni. Franchement, c'était vraiment, mais sur le coup, je me disais, mais, est-ce qu'il a bien compris? C'était il y a 3-4 ans. Oh là là. Il était en avance, hein. Ouais, c'est ça. T'es en avance sur son temps. Et tout de suite, lui, il a été vachement dans le, ok, bon, bah, t'as tel symptôme qui te dérange, notamment, la prise de poids, etc. Bon, bah, dans ce cas-là, rendez-vous endocrinologue, parce qu'en plus, j'avais des taux qui n'étaient pas bons, qui ressortaient à la prise de sang, et suivi nutritionniste. Et donc là, à nouveau, ça a pris un petit peu de temps, avant de se mettre en place, parce que, moi, j'ai commencé à avoir des TCA quand j'avais 10 ans. Moi, ma question par rapport à ton histoire, c'est, t'as dit à un moment, t'as pris 30 kilos en un an et demi. Et tu nous as dit en off, là, t'en as pas trop détaillé, mais que tu faisais de la natation artistique. Ouais, j'ai commencé avant. Donc, t'étais hyper mince. Et voire même en sous-poids, etc. En fait, généralement, il y a un déclencheur à ces prises de poids. Genre, ça peut être un arrêt de pilule, ça peut être un changement, en effet, arriver à l'université ou quoi. Quel a été le déclencheur? Pour moi, c'était le stress et le changement de rythme. En fait, quand je faisais que la natation artistique à haute intensité, on était à plus de 15 heures par semaine. Donc, au lycée. J'étais au collège. J'étais fin primaire jusqu'au collège. Je l'ai fait pendant 4-5 ans. Et donc là, en fait, on est dans un rythme, mais comme c'était aussi au début de la puberté, je pense que ça a pas eu trop d'impact, on va dire en quelque sorte, sur mon SOPK. Ça a vraiment été plus juste l'aspect nutrition et
et TCA en fait qui s'est vraiment développé. Et après, arrivé au lycée, du coup, j'ai changé de sport. Je suis partie aussi 1 an en Allemagne où, enfin, j'avais recommencé à prendre du poids, du coup. L'Allemagne, depuis moi, tous mes potes qui sont allés en Allemagne ont pris du poids. Hein. Ah ouais, je suis la seule, j'ai perdu 10 kilos. Ah ouais, mais parce qu'ils mangent pas 5 fois par jour en Allemagne. Bah ça dépend. Après moi, du coup, je mangeais beaucoup plus sainement. On marchait beaucoup. J'étais à Munich, donc il y avait beaucoup de parcs aussi. Donc parfois ça m'arrivait d'aller au lycée à vélo. J'étais aussi pas du tout dans le stress et il y avait comme j'étais toute seule, j'étais pas avec ma famille. Je pense que j'avais moins cette pression aussi par rapport à la nourriture, du regard des autres. Et je pense que ça a énormément joué. Donc j'ai perdu 10 kilos, je pense en 1 mois, 1 mois et demi, et qui s'est stabilisé tout au long de l'année. Et après je suis rentrée en France et là je suis rentrée en fac de droit franco-allemand. À faire du 8h-20h où on avait T'as pas choisi parfois non parfois 20 minutes 30 minutes pour manger et beaucoup de grignotage les amphis quand on fait du 14h 20h on grignote les petits lus les Kinder Bueno et puis à côté j'avais repris la natation mais natation course où je faisais des compètes et en fait je me voyais à ce moment-là, je pense que c'était vraiment le stress pour moi qui a joué. Et je me voyais prendre du poids alors que je comprenais pas parce que justement je mangeais. Alors il y avait ce grignotage, mais à côté les midis on mangeait des salades ou on mangeait pas. Donc pour moi il y avait l'aspect aussi privation en me disant je comprends pas pourquoi je prends du poids alors que je mange moins, ou voire je mange pas, je fais du sport plusieurs fois par semaine, j'ai les compétitions et il y avait vraiment un peu cette incompréhension et j'avais l'impression, enfin j'ai pris du poids en fait aussi tellement rapidement qu'il y avait un peu ce côté de je me reconnaissais pas. J'étais moi, mais dans une enveloppe qui était pas la mienne. Et ça, avec les TCA, ça a été hyper compliqué à gérer. Et donc, quand on fait comprendre que c'est avec ton SOPK et pareil, j'ai eu de l'insulino-résistance, il y a un peu un côté libérateur de se dire ok, c'est pas ma faute. Pareil. Donc c'est ce je suis pas folle. Ouais. C'est ça, tu te dis mais j'ai beau faire les efforts, j'ai fait tous les régimes, mais même les régimes où on se dit mais on mange une pomme par jour, enfin vraiment tous les régimes. Et c'est ce gynéco, donc c'est clinique d'Antony, t'as dit. Ouais, à la clinique d'Antony. C'est à Versailles. Ouais. C'est dans le 91, mais pas très très loin de Versailles. Et lui tout de suite qui m'a dit non SOPK là faut voir un endocrino parce qu'en plus j'avais des taux qui étaient pas bons. Du coup il était là faut voir s'il faut vous mettre sous médicaments ou pas, quel accompagnement on peut vous faire, et puis nutritionniste parce que effectivement l'alimentation ça va être au cœur de un peu de tout votre combat, votre parcours. Et surtout fallait une alimentation anti-inflammatoire. Moi avec les intolérances alimentaires, du coup j'ai dû aussi apprendre à tout changer en fait, à tout réapprendre à cuisiner autrement. Ça t'a pas fait peur? Ça m'a parlé d'alimentation alors que t'as des TCA. Moi quand je venais de guérir mes TCA et qu'il m'a dit va falloir perdre 10 kilos, j'étais là wow. Non. Là j'en sors, enfin je suis guérie, genre waouh, là tu me. Alors moi ils ont pas donné de chiffres, moi c'était vraiment faut perdre 10% de son poids. Oui. Et là on se dit ok. Après le calcul est vite fait quoi. Voilà, le calcul est vite fait. Et à ce moment on se dit on est reparti un peu pour un tour. Ça. Et en fait au départ je me suis dit je vais un peu faire mes recherches aussi par moi-même. Et là c'est un peu le piège parce que en plus il y a 5-6 ans il y avait pas énormément de ressources en français. On n'était pas encore là, désolée. Non j'assiste au début du blog Sova du coup qui était un des premiers en français en fait parce qu'on avait beaucoup de ressources en anglais. Mais pareil qui tournait un peu autour de tout et n'importe quoi et on avait les Anglais ils ont pas trop de filtres, parfois ils font un peu sur l'alimentation miracle. Et puis c'était vraiment tout avec pareil la metformine, c'était un peu le remède miracle mais il y avait rien qui était structuré à côté. Et du coup on se retrouve un peu perdu et puis j'ai eu un élément déclencheur au sport avec je fais du taekwondo et du coup avec la pesée là je me suis dit on retombe dans les mauvais schémas en fait sur le coup j'étais fière de moi de me dire ok j'ai réussi à me peser devant des gens après pareil 10 ans plus de TCA je me disais ça mais doit être si dur. Mais même moi j'étais confrontée au jugement et au alors en fait je l'ai vraiment fait parce qu'on était un petit groupe et c'est vraiment des gens à qui je sais que je peux faire confiance et ils ont tout de suite vu mon mal-être. Donc ils se sont tous tournés, ont commencé à parler entre eux pour montrer qu'ils étaient pas concentrés sur ça et à la fin ils m'ont juste dit ça va. Et c'est tout. Et en fait, on n'en a jamais reparlé. Et ils ont vraiment, en fait, c'est ça m'a vraiment un peu dédramatisé la chose. Mais je sais que par derrière, en fait, j'ai eu à nouveau un peu une redescente aux enfers de
retomber dans la boulimie, la privation, tous les comportements compensatoires, donc excès de sport, se faire vomir. Et c'était, ça a été à peu près 2 mois où je me reconnaissais à nouveau pas. Même au sport, au boulot, on me disait je paraissais toute pâle, on voyait que j'étais malade. Et donc là, je me suis dit, là, faut se faire accompagner. Donc là, j'ai été voir une nutritionniste qui, pareil, a été incroyable. J'ai pas d'autres mots. Très calée sur le SOPK et sur les TCA, et qui tout de suite a dit, ok, nous, on va pas du tout faire de focus sur les chiffres. On va regarder vraiment plus en détail, donc le métabolisme et la masse graisseuse. Un petit peu l'IMC pour voir qui baisse, mais en sachant que l'IMC, ça veut tout et rien dire aussi en fonction de la masse musculaire. Et là, ça a été vraiment de voir, ok, qu'est-ce qui va pas et comment on peut pallier à ça. Et ça a été des rendez-vous tous les 4 à 6 mois, le temps de mettre en place vraiment petit à petit chaque habitude, avec à chaque fois un détail de qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui a été facile à mettre en place, quelles ont été les émotions aussi à chaque fois, s'il y a eu des crises ou pas. Et ça, je pense que ça va être intéressant qu'on revienne dessus après en détail sur toutes les étapes, peu les premières recommandations que tu as eues, les ajustements que vous avez faits. Parce que là, j'aimerais bien qu'on reparte un petit peu chacune du moment où vous avez eu le déclic. Du coup, toi, tu disais que c'était à la découverte du compte Sova. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est fait, qu'est-ce qui en fait t'a inspiré, quelles ont été tes premières actions, etc. Alors, je pense que quand j'ai découvert le compte Sova, j'ai passé des jours à regarder toutes les publications et je me suis dit, je suis pas seule, parce que quand je parlais autour de moi du SOPK, personne ne savait ce que c'était. On me prenait un peu pour une délurée. Ça y est, t'as tapé un truc sur Google et tu dis que tu l'as. Putain, et je pense que j'ai lu tout le blog. J'ai regardé toutes les publications, vraiment, je suis remontée au tout début et je me suis dit waouh, et je suis pas toute seule, et il y a des femmes qui font des choses pour d'autres femmes et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ça m'a apporté beaucoup de réconfort. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai, hein, c'est pas pour et vraiment ça m'a on l'a pas payé, promis. Non, et ça fait beaucoup de bien. Et là je me suis dit ok, en fait je peux agir. Et merci à vous et à toutes les femmes qui ont témoigné, parce que je trouve ça hyper important. C'est vraiment une communauté. Et donc ça a été le déclic pour moi. J'ai commandé quelques compléments alimentaires, mais je savais pas trop par où commencer. Et j'en ai parlé à mon médecin traitant. Et mon médecin traitant m'a dit, je connais un nutritionniste, j'ai déjà envoyé quelqu'un atteinte de SOPK et il avait fait des miracles pour elle. Mais donnez le nom tout de suite. Et donc j'ai été chez ce médecin nutritionniste et je lui ai expliqué tout mon parcours. Et il m'a dit, écoutez, déjà, on va faire quelques examens. Donc c'est là qu'il a découvert que j'avais de l'insulinorésistance. Moi, j'étais par contre quand même un petit peu dans le déni de mes TCA à ce moment-là. Oui, j'avais des crises, mais je minimisais vachement le truc mais parce qu'en fait, peu de gens comprennent que les crises, c'est des TCA. Je pense que l'hyperphagie, quand tu commences à te faire vomir et tout, bon là, tu te dis, ok, c'est un peu plus connu, la boulimie. Par contre, l'hyperphagie, c'est pas vraiment considéré comme un TCA. Il y en a beaucoup qui comprennent pas que c'est un TCA. Et pourtant, alors j'essayais de faire attention à mon alimentation par rapport à des recommandations classiques, tant de pourcentage de protéines, de glucides, machin, et je voyais pas de résultats. Lui m'avait donné, alors c'était pas du tout restrictif, parce que je lui avais dit que j'avais eu beaucoup de régimes restrictifs qui m'avaient braqué. Il y a des aliments que aujourd'hui je peux plus manger tellement on m'a dit d'en manger. Je prends le poulet. Moi, il me mettait une escalope de poulet, ça m'écoeure, parce qu'on m'a tellement dit, il faut manger de la viande blanche, viande blanche, mais j'arrive plus. Et bon, bref, c'est la partie. Bon, et donc, poulet, lui m'a plutôt donné une liste d'aliments à favoriser et à me dire, écoutez-vous, quoi. Vraiment, écoutez-vous, apprenez à vous connaître. Et en parallèle, on a fait donc les examens. J'ai découvert donc que j'avais une insulinorésistance, donc avec un indice OMA très très élevé, mais avec une glycémie plutôt basse. Donc j'avais en plus cet écart-là. Il m'a dit, par sécurité, vous n'êtes pas en diabète ni en prédiabète, mais on va quand même vous mettre un petit peu de metformine pour voir si ça peut vous aider, en plus d'une alimentation un peu plus équilibrée. Ça a duré 6-8 mois. En parallèle, donc, j'avais commencé les compléments alimentaires. J'avais repris donc le sport doux dans un premier temps. Et aussi un aparté,
j'avais été diagnostiquée d'apnée du sommeil. Parce que il y a un lien entre le SOPK et l'apnée du sommeil. Et donc, en fait, j'étais dans un état de fatigue extrême et mon nutritionniste m'a dit, mais en même temps, votre corps réclame tout le temps de l'énergie, vous êtes dans un état de fatigue. Et moi, ce qui m'a fait tilt en plus, c'est quand j'ai reçu le compte-rendu d'apnée du sommeil, il y avait marqué patiente en obésité morbide. Ah ouais. Et là, tu te prends une claque, tu dis, oh, je suis un peu en surpoids, mais de la dire obésité morbide. Et je me suis rendu compte que j'étais dans un déni aussi de tout ça, quoi. Vraiment, et tout ça cumulé, j'ai eu ça s'est passé, déclic. En fait, c'est... À quelques mois d'intervalle, vraiment très rapprochés. Tout s'est fait d'un coup. Et donc, le nutritionniste donc m'a donné de la metformine. J'ai commencé à perdre, mais c'était vraiment très, très léger. Et je me suis retrouvée dans son bureau en larmes. Parce que d'un coup d'un seul, j'ai repris 5 kilos en 2 mois. Et je dis, je comprends pas. Je comprends pas. J'essaye de faire attention. Je prends la metformine. Du coup, t'as un truc pour l'apnée du sommeil, hein. Tu dors avec un appareil. J'ai un appareil. J'ai un appareil la nuit, très bien d'ailleurs. Enfin, il existe plein de masques différents en fonction de la morphologie, de ce dont on a besoin. Donc après, c'est juste avec le Presta trouver la bonne chose. Mais je me suis fait appareiller en même temps. Ok. Et tu l'as vu sur ton énergie, Adif? Ouais. Pas tout de suite, parce qu'il a fallu que je m'habitue au masque. Mais en 2 mois, j'ai vu une différence. J'ai vu une différence énorme. Très intéressant ça, Et oui, parce que tout ça cumulé l'un dans l'autre a commencé à s'imbriquer. Et donc, j'ai retrouvé l'énergie. Mon corps réclamait moins de nourriture. J'ai commencé à avoir moins de crises. Mais je prenais quand même du poids et j'avais du mal à réguler mon insulinorésistance. Voilà, il me dit, écoutez, on va passer à quelque chose d'un peu plus fort si vous êtes d'accord. Et c'est là qu'il m'a présenté Saxenda. Donc attention, c'est pas destiné à tout le monde. C'est dans des cas très précis. C'est vraiment avec un... De base, la metformine, c'est pas destiné à tout le monde. Mais le Saxenda, du coup, c'est un peu... C'est vraiment à des cas particuliers. Mon médecin nutritionniste m'a tout expliqué. Mais j'étais dans un tel état de détresse. Oui, allez-y, il y a pas de problème, je prends. Et là... Très 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 rapidement. Alors la première piqûre le soir même, j'ai demandé à mon compagnon de la faire et j'étais en larmes. Je me suis dit mais j'avais l'impression de toucher le fond. J'ai dit voilà, là tu pourras pas tomber plus bas. T'es en train de te piquer pour perdre du poids. J'avais l'impression d'être une américaine qu'on voit dans les séries, les gros clichés. Mais parce qu'à ce moment-là, tu t'en voulais encore beaucoup. Genre même avec le discours du nutritionniste, ça t'a pas un peu rassuré sur le fait que c'était pas toi le problème? Si, mais je me disais il doit quand même y avoir quelque chose que je fais mal parce que avec tout ce que je mets en place, pourquoi je continue quand même à prendre du poids? Est-ce que finalement il n'y a pas un truc que je fais quand même mal, quoi? Et remise en question à nouveau. Et finalement, j'ai pris le Saxenda et là ça a été une révélation. C'est c'est ça ne plus avoir faim. C'est ça déjà, la sensation de satiété. C'est la sensation de la sensation de satiété. Me dire ok, en fait là j'ai plus faim. Et me rendre compte qu'au fur et à mesure, je diminuais les quantités dans mes assiettes. Et pour autant, je pétais le feu parce que avec la machine qui commençait à faire effet, etc. Et tout s'est mis en place très simplement, très facilement. Et premier bilan, au bout de 3 mois, j'avais perdu 7 cm de tour de taille et presque déjà 10 kilos. Et là, révélation, quoi. Donc t'es partie de quel poids? Je suis montée à presque 125 kilos. Mais t'es grande aussi. Je suis grande, je fais 1m70. Après, moi, j'ai jamais été très très fine, j'étais dans un poids de forme. Mais disons que à 15 ans, quand j'ai déclenché, mon poids de forme, c'était j'étais à 68-70 kilos. Donc poids classique. J'ai déjà pris 30 kilos à l'époque, j'étais montée aux 100 kilos. Et là, l'année dernière, je dirais début d'année dernière, je suis vraiment montée à 125 kilos. Et c'est choquant. Enfin, j'en étais arrivée à un stade où la balance, c'était ma pire ennemie. J'étais dans un déni complet. Je me rendais même pas compte que je changeais de taille de vêtements hyper souvent. Vraiment, c'était ultra compliqué. Et merci à ce médecin nutritionniste qui m'a prise au sérieux. Non, mais oui. Et le Saxenda, pour moi, en tout cas, a changé ma vie. J'ai eu un vrai déclic physiquement et du coup psychologiquement. Parce que d'avoir cette sensation de satiété, c'est là que j'ai compris mes crises d'hyperphagie et que finalement, j'étais pas si saine d'esprit que ça et que j'en faisais encore finalement, etc. Et donc, ça a changé mon rapport à l'alimentation parce que d'avoir des résultats,
m'a donné envie de faire encore plus attention. Oui. Sans être dans une restriction. C'est ça qui est hyper dur, hein, pour toutes celles qui essayent de perdre du poids. Je pense qu'ils vont nous écouter. Il y en aura beaucoup qui essayent de perdre du poids et qui n'y arrivent pas. En fait, c'est que c'est hyper frustrant de faire plein d'efforts. Ouais. Donc parfois, il y a certainement des choses qu'on fait mal, mais même quand tu as l'impression de tout faire bien, faire des efforts et avoir aucun résultat. Et je pense que c'est ça, moi en tout cas, c'est ça qui m'a fait tomber dans les TCA. Ouais, tout à fait. C'est que déjà, il y avait les envies de sucre, les fringales et l'hyperphagie qui a commencé à arriver, mais le pire, c'est que quand je mettais en place des choses, ça ne changeait rien. Ouais, tu fais un effort pendant une semaine, un mois, 6 mois, tu fais vachement attention à ce que tu manges, tu construis bien tes assiettes, et pourtant t'as pas perdu de poids, voire t'en as pris. Ouais. Alors écoute, ça, autant craquer sur le Kinder Bueno, le Kit Kat, et puis voilà. Non mais quoi. c'est terrible. Ouais, c'est terrible. Ça, et puis t'as les discours. Enfin, moi, du coup, quand j'ai été diagnostiquée, c'était beaucoup il y avait pas beaucoup de ressources en français, c'était beaucoup en anglais. Et t'avais tous les programmes que les Américains vendaient en mode, non, mais avec ça, en un mois, elle a perdu 9 kilos avec son SOPK. Ouais. Et on voit les trucs et on se dit, mais qu'est-ce que moi je fais mal, parce que en 6 mois, j'arrive même pas à perdre 2 kilos, quoi. Non, mais c'est et donc t'as ce côté en plus hyper culpabilité, de dire, mais attends, si eux ils arrivent en un mois à perdre autant de poids, enfin qu'est-ce que moi je fais mal aussi. Et il y avait vraiment toute cette mode autour de ces programmes qui vendaient des miracles avec l'alimentation et le sport. Alors que au final, enfin c'était, il y en avait beaucoup, c'était avec les médicaments aussi. Mais il y a un compte très 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 connu qui s'appelle PCOS Weight Loss sur TikTok. Je pense que tout le monde la suit. C'est une américaine d'origine hispanique et en fait elle fait le no lactose no gluten à fond. Mais au secours. Enfin, il y a rien de prouvé. Moi, je suis intolérante du coup au lactose et au gluten. Et en fait, on voit des effets, je dirais, plus sur le mental et effectivement, quand on a l'inflammation. Mais alors, pour le coup, qu'on mange avec ou sans lait, ou lactose et avec ou sans gluten, ça n'a pas forcément d'incidence directe sur le poids. C'est vraiment, il y a un peu... En fait, ça peut dans le sens où si t'es dans un état inflammatoire, que t'as des intolérances, ça augmente ton inflammation et l'état inflammatoire, il bloque la perte de poids, globalement. Donc oui, ça va avoir un effet. Dans ton cas, potentiellement dans ton cas, ça aurait pu avoir un effet. Vraiment sur tous les gonflements. Oui, sur le coup, on se dit mais j'ai pris du poids et en plus je me sens gonflée, je me sens bouffie. Vraiment ça, du coup, ça jouait encore plus aussi. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas d'intolérance de base, il y a vraiment. Moi, je peux essayer le no gluten, no lactose demain, ça va rien changer à ma vie. Pareil, moi j'ai essayé aussi. Ça c'est tous les régimes un peu à la mode. À un moment donné, tu dis allez. Perdu pour perdu, je vais tenter, mais t'as aucun résultat si t'as pas un terrain à la base. Voilà. Et moi aujourd'hui dans la manière, donc j'ai perdu finalement presque 30 kilos parce que là je me suis stabilisée à peu près à 95 kilos. J'ai aussi 94, 96, je monte un petit peu. Je ne suis plus sous Saxenda, je suis encore sous metformine. Ah donc t'es plus sous Saxenda là? Je suis plus sous Saxenda depuis 3 mois. Ok. Ouais. Mais du coup t'es stabilisée et t'arrives plus à perdre. Et donc pour l'instant je ne perds plus et je suis pas du tout dans un régime où je fais hyper méga attention, enfin je m'écoute. Disons que toutes ces expériences là m'ont appris à surtout pas peser les aliments, pas bannir des aliments, mais il faut manger de tout. Favoriser, en fait c'est plus être dans la démarche de favoriser certains aliments que dans bannir ou... C'est ça. Et moi, je suis pas dans cette démarche de je fais attention d'avoir 50% de ci, 25% de ça. J'essaie juste d'avoir une assiette à peu près équilibrée. Et je me suis rendu compte que ça, c'était une charge mentale de dingue. Énorme. Donc maintenant, personnellement, la solution que j'ai trouvée, c'est de prendre un Presta où je choisis mes recettes à la semaine. Je fais attention, là j'ai envie de manger ça, tiens je vais prendre un repas au saumon, je vais prendre un repas avec tu passes par HelloFresh. Moi je passe par HelloFresh. Ils ont une catégorie qui s'appelle faible en calories. Et du coup je fais quand même attention de pas prendre des trucs trop gras. Parce que HelloFresh ils peuvent avoir des plats assez gourmands. Mais du coup on fait attention avec mon mari à prendre vraiment des plats faibles en calories. Pas trop inflammatoires et on jongle et on se fait des plaisirs comme ça. On prend 4 repas par semaine. Et parce qu'on sait très bien que finalement ça fait 4 le soir à faire vite fait. Parce que quand t'as pas envie, t'ouvres le frigo,
tu manges de la merde automatiquement. Donc ça, nous, on s'est retiré cette charge mentale. Mais le meal prep, c'est tu passes ton dimanche, tu passes 2 heures au moins à... Et nous, finalement, ça a été la solution pour se retirer cette charge mentale des courses et du fait d'acheter toujours les mêmes choses et donc pas forcément équilibré, pas forcément très routinier et pas assez éclectique, on va dire. Et ça nous a aussi aidé dans la perte du poids. Ok. Ton mari, il a perdu du poids aussi ou pas? Un petit peu. Ah ouais, c'est marrant, les mecs toujours. Bah il suit, il a pas le choix. Bah oui, donc mais trop bien. Ok. Et peut-être moi juste pour comprendre un petit peu aussi, là c'est quoi toi tes perspectives? Enfin, et aussi j'aimerais bien creuser l'aspect avec le sport. Ouais. Mais toi c'est quoi là aujourd'hui tes perspectives? Est-ce que du coup t'as encore envie de perdre du poids? Est-ce que tu te sens mieux? C'est quoi les prochaines étapes avec ton nutritionniste? Là, est-ce que vous êtes en train de travailler un sujet en particulier? Bah, on travaille déjà l'arrêt du Saxenda avec mon nutritionniste parce que alors c'est pas une hormone dont on devient dépendant. On peut l'arrêter du jour au lendemain. Oui. Mais il faut faire attention à comment ton corps réagit quand même. Ouais. Donc là, on était sur une phase d'arrêt. Et c'est à voir mon prochain rendez-vous si je supporte cet arrêt, si j'ai redéveloppé un petit peu des troubles, si j'arrive quand même à me stabiliser. Donc on est plutôt dans une phase de stabilisation. Ouais. Donc pour redire, en fait, j'ai perdu finalement presque 30 kilos et j'ai perdu 27 cm de tour de taille. Ah ouais. Donc c'est assez conséquent à l'espace d'un an. Mes objectifs, ce serait vraiment là à court terme de me stabiliser et à moyen long terme, c'est perdre du poids, oui et non. C'est plutôt finalement, retravailler mon corps pour me le réapproprier et m'aimer comme je suis. Mais c'est trop bien ça. C'est l'objectif qu'il faut avoir. Voilà, je pense que ça sera accompagné d'une perte de poids. Mais donc, comme je disais, donc j'ai pris du yoga, j'ai commencé du pilates aussi en parallèle. À quel moment t'as commencé le yoga du coup dans tout ça? Ça va faire 2 ans en septembre. Donc un peu avant que tu vois Sauvage, que tu tout à fait. Ok. Et à la base, le yoga, j'avais commencé par rapport au sommeil. Parce que vu que je dormais très mal la nuit, on m'avait dit, essaye un sport doux pour te canaliser et du coup favoriser l'endormissement et le sport en fait. Dans tous les cas, sport doux, pas forcément, mais le sport dans tous les cas, oui. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc le yoga m'a aussi beaucoup aidé dans l'acceptation de mon corps. Ensuite, j'ai voulu faire un petit peu de pilates pour avoir ce côté un peu plus muscu, renfo. Et là, avec cette perte de poids, je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin d'accentuer ce côté renforcement musculaire. Donc, je me suis inscrite à une salle de sport et j'ai pris un coach que je vois 1 fois par semaine pour m'orienter sur quels exercices seraient bons pour ma morphologie, prendre en compte mes capacités et mes objectifs. Et voilà, mon objectif, donc quand je parle de réappropriation du corps, c'est moi j'ai envie de me muscler, d'être ferme, d'avoir des formes et de les assumer. J'ai pas un objectif de perte de poids pour rentrer absolument dans une taille de vêtements, c'est juste m'aimer comme je suis en fait. J'ai bien compris que je ferai jamais un 36, c'est pas mon objectif. Je veux juste être à l'aise avec qui je suis, aimer mon corps et du coup passer par cette phase d'acceptation et de renforcement, quoi. Donc c'est plus ton ennemi. Non. Tu as fait la paix. J'ai fait la paix avec le SOPK et j'ai compris que c'était un colocataire invisible et éternel et que rentrer en guerre avec lui, c'est contre-productif. Ah bah oui, 100%. Et finalement, il faut s'analyser, se comprendre pour savoir quoi mettre en place parce qu'on est toutes différentes et on le voit bien aujourd'hui, même toutes les trois, on a 3 parcours extrêmement différents. Et pourtant, on a le même ennemi de base, entre guillemets. Moi, j'avais une question, c'est avec ta perte de poids et la mise en place du sport, de tout ça, est-ce que, du coup, tes autres symptômes aussi se sont amoindris? Est-ce qu'il y a eu des améliorations ou pas sur ça va, ça vient. J'étais super contente parce que j'avais vu une grosse amélioration sur la pilosité. J'avais beaucoup moins de pilosité. Et là, je me rends compte que depuis l'arrêt de Saxenda, j'ai un petit peu des recrudescences de certains symptômes. Donc, je sais que j'ai vraiment cette phase de stabilisation à faire. Mais oui, j'ai vu des améliorations, moins de stress, moins d'anxiété, des meilleures nuits. Donc, je suis en meilleure forme. La pilosité venait un petit peu moins souvent. Voilà, c'est à peu près tous mes symptômes. Les cycles?
Et les cycles. Ah oui, j'ai oublié de parler des cycles. En parallèle de ça, j'ai arrêté ma pilule au mois d'octobre. Un peu en contre-indication là-dessus avec mon nutritionniste parce qu'il voulait attendre qu'on finisse Saxenda et Metformine. Et moi, je voulais absolument voir comment mon corps réagissait. Et je me suis dit, au pire des cas, je garde une plaquette sous le coude. Et donc, les 2 premiers mois, forcément, j'avais des cycles à 28 jours, le temps, entre guillemets, que les effets se calment. Et là, ça fait 6 mois que je suis réglée à 30-31 jours de manière tout à fait naturelle. Donc, ça, c'est une grande victoire. Putain, trop bien. Bon, si jamais tu veux un bébé demain, on sait pas le cas, mais en tout cas, au moins, t'es plus rassurée. Ouais. Je sais que j'aurai beaucoup moins de problèmes. Ouais, mais c'est dingue. Enfin, je pense que ça donne aussi la sensation, en effet, d'avoir repris le contrôle. Ouais, tout à fait. Enfin, rien que ça, c'est... Et je pense que aujourd'hui, mon caractère, justement, je suis quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle. Et tout ça, finalement, c'est ce SOPK aussi qui a fait que aujourd'hui, je suis extrêmement dans le contrôle de ma vie, de mon corps, de mes émotions, parce que ça a été une telle débâcle les années précédentes que là, j'ai voulu tout restructurer. Et ça a été un mal pour un bien aussi, mais attention à pas tomber dans de l'hyper-contrôle. Non. C'est ça, en fait, c'est vraiment, il faut trouver le juste équilibre. C'est hyper dur. Entre son SOPK, sa vie, ses envies, enfin... Tu sais, ça met des années, parce que moi, j'ai commencé à agir sur mon SOPK en 2020, donc ça fait 5 ans. Et 5 ans plus tard, je suis toujours parfois en train de tester des choses. Il y a toujours des périodes où parfois je le déteste, je m'en veux. Je trouve que je fais assez bien les choses et d'autres où tout va bien. Enfin, c'est vraiment, ça sera jamais stable. Non, c'est pas linéaire. Et en fait, il faut l'accepter. Moi, il y a encore des fois où j'ai des crises et en fait, c'est ok. Mais oui. C'est pas grave. Demain, ça ira mieux et puis c'est tout. Enfin, là, en début de semaine, j'avais une séance de coaching. Je l'ai foiré de A à Z et j'étais en colère contre moi parce que. Et finalement, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, c'est ok. Ça peut pas toujours être bien, ça peut pas toujours être parfait. Et si ça allait pas là, ça ira mieux demain. Et puis c'est tout. Mais ce que j'aime beaucoup aussi dans ta démarche, et je pense qu'il faut retenir, sans se dire que tout le monde peut être capable de, mais c'est que t'as investi. Ouais. Enfin, ça, c'est un point important. T'as investi pour te faire une armée de gens autour de toi qui t'aident dans ton objectif. T'as le nutritionniste. T'as le coach et la coach avant de yoga, il me semble. Du coup, t'avais une personne pour le yoga. T'as les compléments. Saxenda, c'est un médicament remboursé? Non. Voilà, non. Très très cher. En plus, très cher. T'as HelloFresh. Où ça a quand même un coût HelloFresh. Et voilà. Nous on essaye de toujours jongler avec des offres promotionnelles, mais ça a un coût quand même. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est triste mine de rien, mais la santé a un coût. On est dans un environnement où on a beau avoir un système de santé français, une maladie chronique a un coût surtout. Voilà, et moi j'ai compris que cette maladie-là aurait un coût toute ma vie. Mais t'es prête à mettre les moyens? Je suis prête à mettre les moyens parce que j'ai vu des résultats. Si j'avais pas vu de résultats les premiers mois, j'aurais pas continué à investir. Mais là, il y a un retour sur investissement. Donc, je sais que 30% de mon salaire, enfin, j'ai pas fait le calcul, mais je pense que tous les mois, ne serait-ce qu'avec les compléments et le Saxenda que j'avais, j'étais au moins à 300 € de frais. Il a combien le Saxenda? Il a 200 et le Saxenda, dans les pharmacies honnêtes, tu le trouveras aux alentours de 180 €. Et dans les pharmacies malhonnêtes, il peut monter à 250, 260 €. Grand Dieu. Ouais. Et en fait, tout dépend de la piqûre que tu te fais. Tu commences à 0,6 mg. Ça, c'est la première phase pour voir comment tu réagis. Mais tu montes après tout doucement à 1,2 jusqu'à 1,8. C'est la phase de stabilisation. Et si ça ne suffit pas en fonction de ta morphologie, de tes besoins, tu peux monter jusqu'à 3 mg. Donc 3 mg. Plus tu augmentes dans le dosage, plus c'est cher. Et oui, parce que les pipettes sont vendues par 3. Enfin, les stylos sont vendus par 3. Et moi, je faisais un mois avec 3 stylos, et parce que je me piquais à 1,8. Mais si tu te piques demain à 3 mg, une pipette, ça fait 6 jours. Un peu moins, même 5 jours. Donc, fais le calcul. Hein. Ça va vite. Aïe. Ok. Ça va très très vite. Donc oui, mais ça c'est un point important, c'est que vraiment t'as investi, donc tout le monde en effet ne peut pas se le permettre. Et c'est ce que je trouve dommage aujourd'hui, parce que comme tu dis, c'est une maladie chronique. On a un système de santé qui normalement est censé nous aider, en fait, nous le problème c'est que SOPK non pris en charge égale vraiment beaucoup plus de pathologies à terme, diabète, AVC, cancer, tout à fait. Voilà tout. Donc en fait, ça serait bien qu'ils mettent un peu plus de moyens avant sur la prise en charge pour
en avoir moins Parce que après. moi, ce que m'avait expliqué l'endocrinologue, justement, quand j'étais mise sous metformine et où elle m'a proposé aussi, justement, les piqûres, c'était, ce sera pas remboursé, sauf si on justifie qu'il y a un état prédiabétique. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment, parce que il y a Saxenda un peut état. être, Ouais, il m'a dit non. c'est peut-être aux impliques. Alors, ça dépend peut-être des. Ouais. Alors trucs, moi, il mais m'avait voilà. expliqué que c'était Non, en Ozempic, c'est pas pourparlers en tout cas pour être remboursé dans des cas de prédiabète ou de diabète. Moi, il m'a dit que ça pouvait être remboursé à l'heure actuelle seulement s'il y avait un risque cardiovasculaire accru, voire même déjà un arrêt cardiaque ou des antécédents. Ah oui, donc. Et là, je me souviens donc que c'est à peu j'ai près la même pleuré chose, dans son bureau et j'ai dit mais en fait, faut que je sois au bord de la mort. Pour avoir une aide nationale par rapport à la sécurité sociale. Oui, ce qui est déjà trop tard. En soi. Ce qui est trop tard. Ouais. Parce que là, finalement, je suis dans une démarche de prévention de mon corps, de ma santé. Oui, la prévention est pas bien prise en charge. Non. Bon, après, on est dans un pays où quand même, si demain il y a des galères, on paye rien. Bien sûr. Mais en effet, c'est vrai que sur la prévention, ils ont encore des progrès à faire. Il y a des mutuelles qui commencent à prendre en charge plus ces choses-là, mais il y a encore un petit peu de taf. Voilà. Mais vraiment, l'investissement, c'est aujourd'hui, malheureusement, je pense que c'est une étape non négligeable pour mieux vivre avec son SOPK. Moi, je pense que déjà, le médecin nutritionniste et aller en effet, vers quelqu'un d'orienté déjà pathologie chronique, TCA, etc., ça sera vraiment hyper essentiel. Et nous, on le dit, c'est limite presque avant même de prendre des compléments. Hésitez pas à aller voir. Et généralement, parler des compléments, généralement, il valide la compo et il dit c'est très bien, allez-y. Mais peut-être en termes de budget, j'irais presque prioriser un chouïa le médecin nutritionniste. Après, bon, il y en a qui prennent des compléments et ça se passe très bien. Le médecin nutritionniste est remboursé à 100%. Mais voilà, c'est remboursé. Donc, sauf si dépassement d'honoraires, j'imagine. Oui, moi j'ai la chance, il n'est pas en dépassement d'honoraires. Et je me souviens qu'à mon deuxième rendez-vous, je suis venue avec ma petite boîte d'Ovastart. Et je lui ai montré. Ah ouais? J'ai dit, écoutez, j'ai découvert ça. Est-ce que ça va si je prends ça en complément de la metformine? Il a regardé, il a dit, ouais, allez-y, c'est génial. Ah, trop bien. Voilà. Peut-être qu'il parle de nous alors. Validé, non, peut-être. C'est bien. Trop bien. C'est qui? Docteur Coupez. Ok. Il est dans l'Est, du coup, il est à Youth. Bah oui, non, du coup, ok. Trop bien. Écoute, chouette. Dorian, dis-nous tout, toi, un petit peu, quel a été le déclic, comment s'est passé ensuite toi, t'as perdu du poids, mais surtout, comment ton rapport au corps il a changé, etc. Donc moi, comme je disais, après l'arrêt de la pilule, j'ai repris, je dirais, 15 kilos en à peu près 6-7 mois, ce qui est énorme. Donc je te rejoins un petit peu sur le côté où je me suis pas mal renseignée sur les réseaux, comme je disais, parce que niveau médecin, c'était pas trop ça. Donc en me renseignant sur les réseaux, c'est là aussi que j'ai découvert Sova, que j'ai vu quand même une grosse communauté derrière. Et où j'ai compris que c'était pas moi qui étais cassée, puisque comme je disais, comme tu disais, on se sent vraiment seul. Et c'est là que je me suis dit non, tu n'es pas seule, parce que moi à l'inverse, c'est vrai que avec les professionnels de santé, j'ai vraiment du mal à être prise au sérieux, puisque c'est un peu comme si je me sentais pas légitime, parce que je n'ai pas de surpoids, parce que je n'ai pas des symptômes types qu'on peut vraiment apercevoir, alors qu'au fond, si, je souffre aussi réellement. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me faire accompagner par les professionnels de santé parce que je me sens pas légitime auprès d'eux. Donc après, moi, comme je disais, c'était vraiment l'irrégularité des cycles, mon gros problème. Mais après, en me renseignant, j'ai quand même compris que tant que je soignais pas mon rapport à la nourriture, mes cycles, ils allaient pas forcément revenir non plus. Et ça a été vraiment soigner d'abord mon rapport à l'alimentation pour réguler mes hormones avant toute chose. Donc après, je me suis fait quand même accompagner par une médecin naturopathe. Donc après, c'est vrai que par chez moi, j'ai pas vraiment de spécialiste. Une médecin ou une naturopathe? Elle est les deux. Elle est médecin, elle est médecin généraliste, mais elle est aussi naturopathe homéopathe. Ah, trop bien. Ouais, donc c'est une médecin fonctionnelle. C'est génial. Elle est géniale. Donc après, elle m'a quand même accompagnée au niveau des compléments. Au niveau aussi de l'alimentation, elle m'a quand même un petit peu aidée en micronutrition. Donc ça, c'était il y a combien de temps à peu près? Je suis toujours suivie par elle actuellement, mais ça fait... Mais un peu le moment où... C'était il y a 1 an et demi. Ok, parce qu'en fait, du coup, t'as découvert Sova il y a 2 ans, mais en fait, c'était quoi le moment où tu t'es dit, bon, vas-y, je vais me faire aider par telle personne? Il n'y a pas eu un déclencheur? Non, il n'y a pas eu vraiment un... Ok. Elle, c'est une médecin que tu consultais déjà ou... Oui, c'est une médecin que je consultais déjà.
Après, c'est quand même vraiment le moment où je me suis sentie vraiment honteuse. J'avais tellement honte, je me sentais tellement seule, j'étais arrivée tellement loin dans mes TCA que je me suis vraiment fait peur. Et c'est au moment quand même où j'ai compris que mes cycles, c'était aussi lié à ça, que j'ai quand même eu le déclic en me disant, mais ce que tu fais, c'est super dangereux, en fait. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y avait plus aucune limite dans mes TCA, et c'est là que je me suis dit, il faut vraiment... Et donc, c'est là que tu lui en as parlé à cette médecin. Ok. Et donc, quelle a été sa réaction Eh ben, elle m'a quand même aidée, elle m'a proposé tout un plan alimentaire, mais comme je le disais, j'ai l'impression de pas quand même, même si je la trouve géniale, j'ai l'impression de pas trouver quand même vraiment un médecin avec lequel je me sens légitime et avec lequel on me prend vraiment au sérieux. Oui, on va mettre en place certains plans, oui, il faut réintégrer ci, il faut réintégrer ça, il faut le pourcentage dans les assiettes, intégrer certains aliments, intégrer les graines de lin, l'huile de pain de courge, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'au fond, on a vraiment essayé de régler mon problème intérieur. Oui, il fallait réguler mes cycles, c'était quand même le but aussi avec les compléments, etc. Mais il y avait quand même un autre enjeu derrière. Parce que le médecin qui t'a dit de perdre du poids alors que t'étais à un point 100, c'était quand? Ça, c'était le même été, c'était quelques mois avant, donc ça fait 2 ans aussi. Tout s'est enchaîné quand même assez rapidement. Donc à l'époque, t'étais déjà quand même un peu plus sans surpoids que ce que tu es maintenant. Oui. Ok. Et donc t'as été voir cette médecin qui au final tu t'es pas senti aider, donc c'était quoi les étapes d'après? Les étapes d'après, c'est plus, ça a été plus quand même me reconnecter avec moi-même. Ça a été quand même vraiment apprendre à me redécouvrir. Comme je disais, nous on est plus dans des coins où on peut s'aérer. Après, moi j'ai pas vraiment intégré une routine sportive. Mais ça a été vraiment apprendre à m'écouter moi, le journaling, tout ce qui a été vraiment à me reconnecter sur moi-même. C'est vraiment m'aimer moi. Ok. Et donc c'est passé aussi avec un accompagnement psy. Oui, un accompagnement psychologique, ça. Je l'ai toujours actuellement. Oui, de toute façon. De temps en temps. On en a toujours besoin. Mais de toute façon, un psy, que ce soit pour ça ou pour multiples raisons. Mais ça, oui, ça m'a quand même aidé. On a mis pas mal de choses en place. Après, au niveau des TCA, on a un peu retracé une ligne de vie. On a fait aussi quelque chose d'assez intéressant au niveau de l'audiovisuel. Avec un casque audiovisuel ou un personnage qui se balade sur pas mal d'îles où en fait il fallait cueillir des fleurs qui sont un peu les raisons des TCA. Chaque île a un petit peu son thème et la fleur est plus ou moins grande et après ça t'établit un petit peu un profil. Et c'est vrai qu'elle a quand même eu pas mal d'exercices en place. Donc c'est de la souffrance, enfin c'est un type de souffrance, c'est de la méditation guidée. Ma psy d'avant faisait ça aussi, C'est un mélange de plusieurs choses finalement. Ça c'est quand même un accompagnement qui m'a vraiment aidée. Ok. Et trop intéressant en vrai l'accompagnement psy. Toi t'en as eu ou pas? Oui. Moi j'en ai eu à la base pour une autre raison parce que 1 an finalement avant d'avoir cette prise de conscience, j'ai perdu mon papa. Ah oui. Et du coup, à la base, j'allais la voir pour ça, et puis au fur et à mesure, tu creuses sur plein de sujets. Voilà. De toute façon. Et tout est lié à un moment donné. De toute façon. Tu déterres des cadavres, tu dis putain, celui-là, je pensais que je l'avais enterré. Il était réglé, non? Ah non, il n'était pas réglé finalement. Ah ouais, non, mais c'est incroyable, Et toi aussi, tu vas voir? Alors moi, on me l'a conseillé, mais alors en fait, moi, j'ai toujours été en pleine conscience de mes TCA parce que ça faisait tellement longtemps et ma mère est psy. Donc moi j'avais vraiment elle est à domicile quoi. De toute façon, je le savais. Alors ma mère savait pas que j'étais à ce point-là dans les TCA quand j'étais plus jeune. J'en ai parlé, je pense pendant le confinement où on se retrouve aussi beaucoup Moi je pense qu'elle a appris via le podcast ou via les réseaux, mais en effet elle a jamais su. On cache beaucoup. Bah oui, tu caches. Moi, elle savait que j'avais toujours une relation difficile avec la nourriture. Elle le voyait. Elle voyait que parfois j'avais des crises, mais elle voyait pas les comportements compensatoires. Elle voyais pas à quel point, vraiment. Je pense que tu vois ton enfant se faire vomir. C'est ça. Oui, j'ai toujours été à me cacher. Enfin, j'ai toujours été quelqu'un aussi qui cachait ses émotions, etc. Donc c'était pas. Enfin, pour moi, c'était un peu une seconde nature de venir cacher ça. Donc j'ai pas encore mis en place l'accompagnement, mais j'essaye justement déjà aussi de me réapproprier moi-même, de mettre en place et voir mes limites et de là voir à partir de quel point aussi je peux me faire accompagner. À quel point t'en as besoin. Ok. Et du coup, Dorian, pour parler un petit peu de... Donc, tu t'es reconnecté à toi, tu parlais de journaling, j'imagine les moments dans la nature, parce que tu disais que t'avais beaucoup d'espace, etc. Tu penses que c'est quoi la chose qui a été un peu la plus efficace en plus de l'accompagnement psy, du coup? La chose la plus... En termes de reconnexion à soi, tu vois. J'ai un bug. Hein? J'ai un bug. T'as un bug, c'est-à-dire? Ouais, là, j'ai un trou, je sais pas. Tu saurais pas dire où tu veux que je repose la question ou...
Ouais, mais j'essaie un peu de... Vas-y, prends le temps de réfléchir, en vrai. La chose qui m'a vraiment reconnectée à moi-même... Est-ce que c'était En plus fait, le j'ai pas journaling? Est-ce que conscience. c'était plus le fait de passer du temps seul, de lire? Enfin, je sais pas, c'était quoi Moi, je dirais quand même que c'est mettre des mots sur tout ça grâce Ok. au journaling. Mais du coup, tu peux poser la question. Ouais. Qu'est-ce qui a été la chose qui t'a le plus aidé à te reconnecter à toi et justement, bah, du coup, avancer dans tout ce processus Je pense quand même que c'est le journaling, c'est vraiment été le fait de mettre des mots sur tout ce que je vivais parce que j'avais tellement honte, en fait, je me sentais tellement seule que je mettais jamais aucun mot là-dessus. Et là, vraiment, de me voir mettre des mots, bah, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ça existait vraiment. Ouais, te parler à Me toi. parler à moi-même. Ouais. Après, moi, j'ai toujours été assez claire aussi avec mes TCA dans le sens où j'en ai pris conscience assez rapidement. Donc après, oui, j'étais assez jeune au moment de mon anorexie, donc bah tout le monde autour de moi le savait. Mais après, je te rejoins un petit peu où je pense qu'il y en a aussi qui vont l'apprendre après ce podcast que la boulimie est rentrée en jeu. C'est quelque chose où j'ai quand même vraiment du mal à m'exprimer. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi et que je garde toujours pour moi. Ouais. C'est pas quelque chose que je dis beaucoup. Mais ça m'a vraiment aidé de mettre des mots et me voir l'écrire. Et c'était vraiment me voir prendre conscience, en fait, de ce qui se passait. Ok. Et du coup, au final, un peu avec tout ça, t'as amélioré ta relation à l'alimentation et c'est là que t'as reperdu un petit peu de poids. C'est là et que qu'en fait, aujourd'hui, du coup, ouais. t'as un poids de forme. Maintenant, j'ai un poids vraiment stable. Et après, au final, quand même, pas en intégrant une alimentation inflammatoire, mais au début, c'était pas vraiment ça parce que le but, c'était quand même de plus me restreindre. Mais du coup, au final, en n'étant plus dans cette restriction, j'ai appris quand même à manger tout. Et après, au final, ces envies, elles sont quand même parties. Et c'est là, au final, que j'ai retrouvé quand même une alimentation assez anti-inflammatoire et qui m'ont permis de gérer mon SOPK. Et c'est là que j'ai vu des résultats, où j'ai vu que c'était plus un cercle vicieux, que comme ma relation avec la nourriture était apaisée, mes hormones aussi, elles étaient apaisées. Et c'est là qu'en fait, après, tout roule entre guillemets. En fait, c'est là où le cercle vicieux dans lequel on est, il se transforme en cercle vertueux. Et là, il y a une fierté incroyable. C'est vraiment redevenir acteur, en fait. C'est pas juste de subir son SOPK, mais vraiment de se dire, je vais mettre en place des choses et je vais devenir acteur avec nos limites. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et c'est normal. Mais de vraiment se dire, ok, c'est moi maintenant qui ai les cartes en main et je peux lancer des choses, je peux jouer dessus. Et ça, je trouve que même, ne serait-ce que sur l'aspect moral, mental du SOPK, ça joue énormément. Ah oui, non, mais vraiment. Et moi, je te rejoins sur le journaling parce que c'est vrai que je l'ai pas dit, mais l'année dernière, j'ai fêté mes 30 ans. Il y avait vraiment ce côté introspection, je passe un cap. Et pour beaucoup, ça fait cet effet. J'ai plein de potes qui passent la trentaine et... Vous verrez quand vous aurez mon âge. Je suis pas encore, il me reste un peu de temps. Et ma psy m'avait conseillé d'écrire parce que j'aime aussi écrire. Et j'ai fait une lettre, en fait, une lettre que j'avais dédiée à mon compagnon, à mon papa que je venais de perdre, à ma famille. Et j'ai fait un beau paragraphe au SOPK. Et finalement, ce truc-là, j'ai cogité et je l'ai posté sur les réseaux. Alors dans mon cercle Facebook d'amis, et finalement d'avoir cette lettre publiée un peu en lettre ouverte, ça a été une thérapie incroyable. Ça a dû avoir un retentissement. Et j'avais l'impression d'avoir pris une revanche sur la vie et de dire à tout le monde voilà le SOPK, voilà ce que c'est et aujourd'hui voilà ce que j'en fais. Et à tous ceux qui m'ont, j'avais marqué le regard des autres et les jugements incessants ont toujours été extrêmement douloureux parce que je crois que on souffre déjà assez et les jugements, les regards, c'est encore pire. Tu te sens mis à nu, tu te sens complètement bouleversé par tout ça. Et moi d'avoir publié ça sur les réseaux sociaux, d'avoir eu une revanche vis-à-vis de ça, ça a été une très belle thérapie aussi. Putain, mais on devrait te filmer, la lire. Pardon ? On devrait te filmer, la lire. Si tu veux la lire. Si tu veux. Pour les réseaux. Si jamais tu veux, on pourra en parler. On peut. Ça serait beau. Ok, trop bien. J'avais une question pour toi après, mais elle m'est carrément sortie de la tête. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. Ça arrive, ça fait partie du direct. Du coup, Dorian, je pense qu'on peut passer... Pardon, Dorian, attends,
Non, mais c'est parce que du coup, On a j'avais en tête changé. ma question pour Dorian, pardon. Du coup, en haut, je pense qu'on peut passer à toi, que tu nous expliques un petit peu... Ah si, attends, j'ai retrouvé, c'est bon. Attends, je reprends. Et du coup, est-ce qu'il te reste des symptômes aujourd'hui du SOPK? Est-ce que tes symptômes se sont améliorés? Mes symptômes, ils se sont vraiment améliorés. Bah, après, c'est vrai que moi, au niveau de l'acné, j'ai jamais été trop embêtée. Comme je disais, c'était vraiment les cycles et la perte de cheveux. Ouais. Au niveau de la perte de cheveux, maintenant, ça s'est vraiment apaisé. Et au niveau des cycles, je dirais pas que c'est encore parfait. Mais après, quand même, une période de 1 an et demi, 2 ans sans... Ah ouais, sans rien. Ouais, sans rien du tout. C'est revenu quand même. Donc, c'est pas vraiment parfait. Mais tu les as quoi, voilà. tous les... J'avais plus tous les 2 mois quand même. Ok. Mais c'est quand même sur la bonne voie. C'est trop bien. Et du coup, tu prends Ovastart Je prends Ovastart, j'ai arrêté Balance tes sucres. Ouais. Oméga 3, magnésium, vitamine D. Ok, bah, je pense en vrai, si tu poursuis, ça devrait... Mais je pense que c'est quand même vraiment Ovastart qui a joué. Ah bah oui, non, mais c'est Ovastart. Mais là, ça En fait, dépend. les autres sont plus des compléments santé qui sont importants de prendre pour maintenir un peu et soutenir le corps. Mais c'est vraiment Ovastart, en effet, qui joue sur les cycles. Tu prends 1 ou 2 sticks de Ovastart? J'en prends 2. T'en prends 2? Ouais. J'en prends 2 par jour. Ok. Et ça fait combien de temps là que t'es à 2 par jour Depuis le début, donc ça fait 2 ans. Maintenant. Ah oui, Bref. 2 ans. Ouais, Ok. ça fait 2 ans. Ok. Donc c'est un investissement aussi. Ouais. Pardon. Enfin, on fait de notre mieux. Ah bah non, mais c'est pas honnêtement, notre moi Après, je trouve quand que on voit les les prix sont résultats, hyper voilà. corrects Oui, par oui, rapport aux résultats obtenus. Hein, Oui, mais c'est honnêtement. clair que c'est un budget à sortir pour tout le monde. En tout cas, nous, on fait de notre mieux pour négocier et on espère un jour pouvoir vraiment baisser le prix. Mais Moi, je suis honnête, hein, je fais des razzias au Sova Days. oui, bah non, Je mais prends il faut. pour 6 mois, hein, et voilà. Il faut. Parce que oui, ça fait un gros achat d'un coup, mais finalement étalé. C'est que les Sova Days sur, genre, je pense là, on a eu 4500 commandes. Ouais. C'est la moitié de clients existants. À chaque fois qui juste refondent plein et on voit des commandes passer à 700 €. Enfin. Ouais, j'étais pas loin à mon avis. Ah ouais. Ah ouais, on voit des trucs, on se dit, mais waouh. Mais faut mettre le paiement en plusieurs fois. Au moins, si ça vous arrange, vous pouvez l'étaler, mais ouais. Bon, On le après, voit. au bout de 2 ans, s'il y avait pas eu de résultat, j'aurais quand même arrêté. Bah oui. Après, C'est tu ça. peux de temps en temps faire des pauses. Hein. Oui. Tu pourrais essayer soit de passer à un cycle, soit de faire une pause de 3 mois et reprendre, voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que bon, 2 mois, c'est pas encore parfait. Non. Donc il y aurait peut-être un autre petit truc à creuser, mais Après, j'ai eu quand même une période où ça a été régulier pendant 6 mois. ouais. Et après, j'ai des périodes où c'est un peu moins. Après, je Ok. sais qu'il y a quand même encore des périodes de stress. Ouais. Voilà, il y a c'est quand même ça certaines joue. choses à apaiser encore. Ouais. Oui, donc Et ça va se réguler, Ça mais va c'est se pour ça réguler que au tu fur et à peux mesure. de temps en temps tester à passer à un stick ou arrêter et voir ce que ça donne. Moi, maintenant, avant, je le prenais vraiment encore tout le temps. Là, je l'ai arrêté pendant quasiment 1 an. Là, je le reprends. Je pense que je vais bien refaire 6 mois. Et voilà, après, faut ajuster, quoi. Mais ouais. Du coup, Ambre, dis-nous tout sur toi, quel a été ton déclic, comment t'as entamé ta perte de poids, etc. Moi, le déclic, du coup, ça a été vraiment cette redescente aux enfers, à nouveau, où je me suis dit, j'ai pas envie de repartir dans 10 ans à m'en vouloir, à être dans ces comportements compensatoires. C'est jamais agréable de se faire vomir. Il y a vraiment toute cette honte, cette culpabilité. Ça me rongeait. Enfin, j'étais beaucoup malade aussi, du coup, parce que le système immunitaire est totalement amoindri. T'assimiles rien. Donc, Enfin, j'étais un fantôme pendant 2 mois, et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc là, j'ai lancé un petit peu les démarches. Ça a été pareil, beaucoup de travail sur soi-même. En fait, apprendre aussi à reconnaître quelles émotions j'ai, qu'est-ce qui va un petit peu trigger les crises. Qu'est-ce que je ressens aussi après ces crises. Est-ce que c'est vraiment que de la honte, que de la culpabilité? Enfin, vraiment mettre un petit peu pareil, mettre des mots aussi sur tout ce ressenti qui, mine de rien, joue énormément. Après, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai été beaucoup soutenue par mon entourage. Ma mère fait partie de mes premières fans. Dès qu'elle voit des recettes anti-inflammatoires, sans lactose, sans gluten, elle me les envoie. Elle m'a beaucoup aidée. Enfin voilà, d'apprendre et à cuisiner vraiment autrement, puisque vraiment j'avais ces réactions allergiques aussi, principalement au lactose, et je viens d'une famille bretonne normande, donc cuisiner sans le beurre, la c'est un petit peu on cuisine au beurre. Ouais. Donc c'était vraiment apprendre à être acteur, en fait, vraiment à nouveau,
et reprendre du plaisir aussi. Moi, ça a été vraiment un petit peu mon point d'honneur, c'était aller faire les courses, prendre du temps et prendre du plaisir à aller voir les fruits, les légumes et apprendre à cuisiner, vraiment avoir ce plaisir de me dire ok, là je vais me faire à manger, même si je me fais une salade composée, vraiment me dire j'en ai envie. C'est me faire mon kiff. Pour moi c'est une charge mentale mais de dingue quoi. Ouais, mais moi c'est repassé par la cuisine. Finalement moi c'était vraiment en fait mon moment où je me reconnectais avec moi-même, me dire ok, de quoi j'ai envie. Et j'ai eu aussi un déclic grâce à une amie, Laura, qui écoutera sûrement, qui vraiment m'a fait tout un speech parce qu'elle m'a vu aussi dans des états pas possibles. Elle a vraiment suivi un peu tout ce parcours et c'était vraiment de voir la nourriture un peu comme le fuel. En fait, on est une voiture et il faut voir ça comme vraiment c'est ça qui va nous donner l'énergie et pas avoir cette relation de c'est une récompense ou une privation si je mérite pas. Parce que j'avais aussi ce comportement de ok, bah là j'ai fait de la merde, non je mérite pas. Et au contraire, bah tiens là j'ai réussi, j'ai récompense. Et du coup c'était vraiment aussi de justement bah moi c'était vraiment par la cuisine de reprendre un peu le dessus sur les aliments et me dire ok là il y a pas de frustration à manger mes haricots verts, mon chou, vraiment. Voilà. Pour le coup moi c'était par la cuisine. Par contre je cuisinais des trucs un peu cochons. Hein. Enfin, tu vois, non, mais dans le sens où j'essayais pas de cuisiner, en fait, j'essayais de cuisiner des plats hyper gourmands en faisant leur version un peu plus saine, mais sans trop me prendre la tête. Bah, moi, j'ai vraiment eu un peu ces deux étapes où, au départ, ça a été vraiment de pas avoir ce côté, si je mange des légumes, c'est que c'est bien, et que si je sors un peu de ce côté légumes fruits, ça va pas du tout. Et du coup, c'était vraiment apprendre à un peu reprendre le dessus, le contrôle sur les aliments. Et ensuite, apprendre à me faire plaisir. Voilà, moi, je suis beaucoup dans la pâtisserie. C'était ok, j'ai le droit de faire des gâteaux. Enfin, j'en étais arrivée à un stade, je faisais des gâteaux pour les copains au sport et j'en mangeais pas. Parce que pour moi, c'était pas possible, je méritais pas. Et du coup, là, c'était vraiment ok, bah, je vais apprendre à faire des gâteaux. Bah, on réduit un peu le sucre, bah, on va compenser, bah, tiens, on va mettre des fruits, on va mettre d'autres choses. Mais j'ai le droit de me faire mon fondant au chocolat, j'ai le droit de le manger, quoi. Si j'en ai envie, je le fais. Ouais, que moi, ça a commencé par ça, tu vois. Par justement cuisiner des trucs qui me faisaient vraiment kiffer. Et au fur et à mesure, j'avais envie de cuisiner des trucs un peu plus sains. Mais cuisiner, enfin, je suis d'accord. Je pense que c'est dingue comment pour tout le monde, c'est différent, quoi. Après, moi, j'adore cuisiner. Mais par contre, comment bien penser mes repas? C'est ça le plus compliqué. Et c'est ça qui était une charge mentale. Mais par contre, cuisiner, moi par exemple, HelloFresh, j'adore parce que finalement, on reçoit nos ingrédients. T'as quand même ce côté cuisine. J'ai quand même ce côté cuisine et c'est le moment qu'on partage le soir. Bah, on débriefe de nos journées, on cuisine à deux, c'est convivial, on est fiers du plat qu'on a fait, voilà. Mais moi, c'est la charge mentale de construire un repas avec les courses. Ah non, ça, je suis d'accord. Moi, c'est ChatGPT. Je balance la... Ah, j'avoue, moi, j'adore, mais... Du coup, désolée, je t'écoute. C'est pas grave. Mais je pense que la cuisine, ça fait quand même vraiment partie des TCA. Parce que moi, il y a quand même vraiment eu le décalage où je cuisinais dans le but de nourrir les autres pour me rassurer. Et après, il y a eu le cuisiner pour moi, pour me nourrir moi et me faire plaisir moi. C'est ça. Ça, il y a vraiment eu un cap entre les deux. Et je pense que ça fait aussi. Mais petit tips pour celles qui arrivent pas à faire des repas. Moi, je discute avec ChatGPT, quoi. Je lui dis, écoute, non, et il est bien. Il fait des recettes. Tu dis, bah là, j'aime pas, c'est pas assez réconfortant, pas assez machin, ou il y a pas assez de protéines. En fait, il te calcule un peu les macros aussi. Moi, en fait, pour moi, c'était une charge mentale supplémentaire. C'est que chez moi, je suis végétarienne. En extérieur, ça peut m'arriver de manger de la viande, mais chez moi, je suis même quasiment vegan parce qu'il y a pas de lactose. En fait, il y a des œufs, mais il y a pas de fromage, il y a pas de crème, il y a pas de beurre, il y a pas de machin. Donc c'est quasiment vegan et du coup, assez grosse charge mentale de se dire je dois avoir mon quota de protéines, mais je suis végé et machin. Et donc ChatGPT, j'aime pas utiliser trop parce que ça pollue, mais je fais en sorte de discuter avec lui et maintenant il sait quoi. Et il me fait ma liste de courses. Et ça t'aide à te renouveler parce qu'après si c'est pour manger tous les lundis la même chose, tous les mardis la même chose. Ah oui, non. T'as une lassitude qui après, c'est vrai que pour être végé et avoir son quota de prot, ça commence à être dur de diversifier. Bah moi, c'est pareil. En fait, moi, je suis flexitarienne. J'ai vraiment aucun plaisir à manger de la viande. J'en mange, mais j'ai pas ce plaisir de me dire, bah tiens, je vais me faire une bonne entrecôte ou autre. Moi, je mange pas de poisson non plus. Je mange rien de ce qui vient de la mer. Une belle entrecôte comparée à ton blanc de poulet tout sec là. J'avoue que moi, c'est un peu. Pour moi, c'est au même niveau. Vraiment. J'aime le goût de la viande. Un petit peu là-dessus. Moi, par contre, le côté poisson, ça
Ouais, bah ça, moi, je suis fan. Ça, j'en mange pas. Ouais. Et du coup, moi, ça a été un gros travail aussi, justement, avec la nutritionniste, c'était avoir assez de protéines, et notamment pour le sport, parce que j'en fais beaucoup. Surtout. Là, je fais du taekwondo et je fais du plongeon aussi à côté, donc ça demande aussi pas mal d'énergie. Et du coup, je suis passée beaucoup aux protéines véganes aussi, à côté. Qu'on peut mettre dans les smoothies, les salades. Ah voilà. Oui, que tu rajoutes en que je rajoute. Oui, c'est vrai que c'est un gros. Voilà, c'est pas juste me prendre ma whey. Voilà. Non. C'était vraiment aussi l'incorporer dans une routine avec voilà le smoothie pour se faire plaisir, mais avec ce côté je sais que j'entretiens aussi ton apport en protéines. Mon apport c'est en hyper protéines. important. Les protéines, ça a été vraiment un peu le game changer pour moi. C'est vraiment même pour le sentiment de satiété. Ouais. Pour le sentiment de satiété. Et puis du coup, moi, c'était vraiment baisser la masse graisseuse et garder la masse musculaire, voire l'augmenter. Et franchement, ça a oui, tout parce changé. que du coup, donc t'as commencé. En fait, c'est ça. C'est quelles ont été les étapes avec du coup ta médecin nutritionniste? Ouais. Alors moi, au départ, ça a été vraiment composer son assiette. Ouais. Déjà, on est reparti de la base. Quasiment 50%, c'était les protéines. 25... Les protéines, 50%. Ouais. Par rapport au sport, peut-être? Ouais, par rapport au sport. Et puis, j'étais tellement en déficit. Ça a été vraiment de me mettre à fond. Et elle te faisait manger du poulet ou non? Tu mangeais alors, c'était tout c'était ce que je voulais niveau protéines. Juste pas les légumineuses. Ok. Du coup, qui suffisaient pas. Et du coup, de là, après, ça a été, après, on est passé à, du coup, 25% protéines et 50% légumes. Et 25%, du coup, de carbs. Et donc de là, après, ça a été vraiment avoir des sources de protéines matin, midi et soir. Les 2 œufs le matin. Alors non, moi du coup, je suis passée avec les yaourts. Du coup, végétaux, mais protéinés. Et l'avoine, les flocons d'avoine. Le beurre de cacahuète. Enfin vraiment, le truc un peu instagrammable, le petit bol, voilà. Après, ça a été vraiment de travailler sur les habitudes, donc d'avoir conscience quand on mange, donc pas d'écran, prendre minimum 20 minutes pour son repas, vraiment prendre le temps de mâcher. C'était vraiment plein de petites habitudes comme ça. Et au final, ça a été vraiment de travailler plus sur l'aspect quels aliments aussi ne pas me priver et réaugmenter, voir aussi comment je réagissais pour limiter les crises aussi en quelque sorte. Donc c'est bon, j'ai le droit de me faire plaisir, mais bon, maintenant je sais que t'avais encore des crises. Alors maintenant j'en ai quasiment plus. Mais à l'époque, quand t'as commencé, à l'époque, j'en avais encore, tu pouvais, Mais tu réagissais comment? Tu les accueillais? Alors au départ, ça a été encore beaucoup la frustration et le système un peu privation-récompense. Et au fur et à mesure, ça a été un petit peu, je la sens arriver. Soit je mangeais quelque chose en me disant, hop, je sais que je vais avoir envie de chocolat, hop, je le prends maintenant. Et ça calmait un petit peu aussi après. Ou alors, justement, je partais prendre l'air. Et du coup, me reconnecter aussi à moi-même, ça me permettait on s'apaise. Ça a été un petit peu la même technique parce que j'ai fait aussi beaucoup de crises d'angoisse avant. Et ça a été un petit peu aussi ce retour de, on va s'écouter. On va prendre en compte en fait ce que le corps dit. Parce qu'il y a un moment, ce qu'on m'avait toujours dit, c'était le cerveau envoie les signaux. Et si on n'écoute pas, c'est le corps qui lâche après. Et donc, dès le moment où je sens que il y a les signaux, c'est OK. Alors, on s'écoute, on prend le temps. Et ça prend du temps à se mettre en place, à reconnaître les signaux, mais ça change tout. T'as fait un travail de fond de dingue, en fait. Waouh. Après, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à justement faire cette introspection aussi sur moi-même parce que ma mère est psy, donc on a toujours discuté très ouvertement. Moi, je me suis jamais cachée mon SOPK, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. J'ai beaucoup d'amis qui ont appris aussi ce que c'était, qui se sont renseignés. Au plongeon, j'ai sympathisé avec une fille où on a beaucoup connecté aussi parce que elle a le SOPK et donc à chaque fois on s'envoie Vincent, est-ce que t'as vu tel nouvel article, tiens ça, et ça crée des liens aussi un peu particuliers, je veux dire, parce que c'est vrai que c'est pas évident d'en parler avec n'importe qui. C'est un sujet quand même très intime. Et puis on n'a pas forcément envie de parler de ses cycles, de ses TCA avec n'importe qui non plus. Ces petits poils sur le menton. Voilà, c'est pas forcément le sujet glamour. Donc je trouve que c'est vrai qu'il y a cette communauté aussi qu'on retrouve avec Sova. Maintenant avec Internet, c'est vrai que les réseaux, on le trouve de plus en plus et ça allège beaucoup, je trouve. Effectivement, au niveau de cette charge mentale, de se sentir seule. Moi même si ma mère et mes amis m'entouraient et étaient vraiment à l'écoute, il y a quand même ce côté de tu le vis pas. Oui, non, bien sûr. Et en fait, ils ont beau vouloir aider, il y a un moment où
quand on en a trop, quand on n'en peut plus, c'est pas suffisant pour se sentir vraiment soutenu, écouté. Okay. Donc, c'est un peu égoïste, mais je suis déjà du coup intervenue pour Sova l'année dernière. Et honnêtement, ça a fait partie de ma thérapie parce que j'ai été contactée par plein de femmes derrière et d'échanger avec elles et de les rassurer. Wow, ça m'a fait du bien. Alors, parce que tu commentais que c'était toi sur la publication et du coup elles sont venues à toi. C'est ça. Je leur ai fait du bien et elles m'ont fait du bien à me solliciter. C'était vraiment incroyable au niveau des échanges. Je trouve que ce qui est fou un peu avec le SOPK, c'est que on a effectivement tous des symptômes différents. Il y en a qui ont très peu de symptômes, il y en a qui ont l'éventail complet, on réagit pas totalement de la même manière. Enfin, on l'a vu, voilà, il y en avait c'était de la perte de poids, il y en a c'est de la prise de poids. Enfin, et au final, on passe quand même toutes par les mêmes étapes, par un peu le même cheminement. Et du coup, je trouve que c'est un super bon retour d'expérience à chaque fois de pouvoir échanger, de se dire, OK, bah, moi, j'en suis là. Mes prochaines étapes, ça a été ça. Tiens, tu peux essayer. Et puis, bah, si ça marche pas, voilà, ça reste propre à chacune. Mais il y a vraiment ce côté où, même si c'est une maladie qui est totalement différente pour chacune d'entre nous, on a tous le même cheminement. On ressent les mêmes choses. Ouais. Enfin, c'est ça. Mais du coup, toi, concernant après ton accompagnement, donc t'as toujours été hyper sportive au final. Donc, en fait, j'ai pas eu trop le choix non plus parce que je suis hyper laxe, donc j'ai un HSD. Et donc en fait, depuis petit, j'ai fait de la kiné, on m'a toujours dit faut faire du sport dans tous les cas parce que sinon, si tu muscles pas, tes articulations tiennent pas. Ok. Donc j'ai toujours eu ce côté aussi à me dire bah de toute façon c'est pour la santé. Oui. Donc moi j'ai jamais eu de mal non plus à investir pour la santé. Je vois toujours des kinés, je fais toujours beaucoup. Le SOPK ça a été un petit peu différent parce que c'est on va dire un autre type d'investissement. On voit pas les résultats tout de suite. C'est il y a ce côté un peu plus mental aussi. Mais pour moi le sport ça a été vraiment un complément. En fait moi mes deux cœurs ça a été vraiment la nutrition qui a aussi allégé beaucoup de symptômes et le sport qui m'a permis aussi d'apaiser cette charge mentale, de me sortir un peu de ce cadre et de voir aussi des résultats. Je fais beaucoup de sports différents, mais c'est vrai que je te rejoins beaucoup. Moi, c'est le Pilates sur lequel j'ai vu le plus d'effets personnellement sur mon corps, au niveau de la tonicité, se reconnecter à soi-même. Vraiment. C'est d'où le Pilates. T'as le temps de te concentrer sur ton corps vu comment tes muscles tremblent. C'est ça. Après, moi, je trouve que du coup, là maintenant, je fais du taekwondo et du plongeon. C'est deux sports aussi pour moi qui sont très complémentaires. On travaille des zones différentes, on travaille différemment. Le taekwondo, il y a aussi l'aspect où on est en groupe. Donc, il y a toute la dimension aussi de moi me réapproprier mon corps. Je vous disais tout à l'heure que j'avais l'impression un peu d'avoir une enveloppe qui est pas la mienne. Je me la réapproprie aussi avec le taekwondo, à devoir bouger, où on se dit ok, bah c'est moi dans mon. C'est hyper technique le taekwondo en plus. Hein. Et et le plongeon, c'est pareil, c'est un sport qui est extrêmement dans le détail. On a entre 1 à 3 secondes dans les airs maximum et c'est que de l'écoute de soi en fait. C'est quand même artistique toujours. Il y a un côté artistique mais il y a vraiment ce côté de là on est tout seul en fait. On est tout seul avec soi-même. Faut se faire confiance. Ça a été vraiment un peu un autre déclic aussi. C'est ma mère me l'a dit, c'est je t'ai jamais vu prendre autant confiance que depuis le début du plongeon. Ben non, mais le sport, de manière générale, le sport qui nous plaît. Mais moi, je vois ce dont le corps est capable en fait, parce que on voit beaucoup. C'est un peu le problème aussi des sports artistiques, c'est qu'on voit que c'est un certain type de corps. Et là, de voir que moi, avec mes 90 kilos, je peux faire aussi ça. Je peux me lancer, je peux faire ça, et que ça, c'est un beau message. C'est ça. Et oser se lancer aussi en maillot de bain, ça a été une épreuve. Ça a été très très dur au départ. Après, moi, j'ai eu de la chance d'être dans un club qui est extrêmement bienveillant, qui est très ouvert. C'est un club LGBT, mais qui prône vraiment toutes les valeurs de l'inclusion. Et pour moi, ça a été vraiment pour ça aussi que j'ai choisi ce club, en me disant, je sais que là, il y aura pas de jugement. Moi, ça fait partie un peu de mon deuxième combat en dehors de Sova maintenant, parce que je pense que moi, c'était plus post-rupture où j'ai énormément perdu confiance en moi. Et en fait, j'ai commencé à courir, j'en ai parlé dans des podcasts du coup, mais le fait de, par exemple, faire un marathon, dire que tu peux courir 4 heures sans t'arrêter, faire 42 km en 4 heures, en fait, tu regardes ton corps et t'es là, mais wesh, j'ai une Ferrari entre les mains, tu vois. Enfin, c'est même si les kilos en trop ils sont là, même si ça va pas, même si ça va pas, mais il est capable de faire ça. Et je te rejoins parce que là, du coup, moi, avec mes nouvelles séances de coaching, on a fait le premier rendez-vous
du coup de départ. Et il m'a fait faire plein d'exercices pour jauger mon niveau. Puis il m'a regardé, il m'a dit t'as un bon niveau en fait. Bah oui. Et il était hyper sûr. Et là, du coup, ça fait, tu vois, même avec mes grades, mes 95 kilos, je peux soulever tel poids. J'ai une souplesse de dingue grâce au yoga. J'ai quand même, au niveau du cardio, un bon rythme. Et je fais, finalement, je suis pas si nulle. En fait, je trouve qu'il y a vraiment ce jugement un petit peu au départ de voir des personnes en surpoids et de se dire, il y a aucun sport, il y a aucun muscle. Mais alors qu'en fait, déjà, ne serait-ce que de base, pour se porter soi-même. Il faut on a tous forcément une bonne masse musculaire de base. Mais moi, à chaque fois que je vois des personnes en surpoids à la salle, je suis admirative. Je me dis, mais en fait, il en faudrait beaucoup plus. Enfin, je trouve que, du coup, ça veut dire que la personne, elle est là, elle est actrice, et que c'est pas parce qu'elle est en surpoids qu'elle se freine de faire ça, et surtout que c'est pas parce qu'elle est en surpoids qu'elle n'est pas sportive. Enfin, en fait, j'adore voir à chaque fois des personnes en surpoids faire du sport. Je suis vraiment hyper admirative. C'est vraiment casser les codes, de vraiment montrer que en fait c'est pas parce qu'on est encore une fois on y revient un petit peu, mais c'est pas parce qu'on est gros que on fait aucun effort, qu'il y a aucune volonté, qu'il y a aucun muscle, et que c'est juste on mange McDo et qu'on boit du et puis je pense qu'il faut être à l'aise avec le fait que les gens jugent pas trop. On pense que les gens jugent. En fait, les gens jugent énormément. Je pense que s'ils voient des gros McDo, ils jugent. S'ils voient des gros à la salle, tout le monde est hyper admiratif. Et du coup, faut se sentir hyper à l'aise d'aller dans les lieux où on fait du sport. Moi, je sais que pareil, j'avais commencé aussi à la salle de sport et j'ai eu beaucoup de retours de filles qui étaient au leg press notamment. Moi, très vite, je suis montée sur les 80 kilos. Mais pour moi, c'était normal, en fait. Solide, quand même. Mais pour moi, je me porte tous les jours. Je porte aussi mon poids. Donc, en fait, déjà, de base, il y a cette résistance-là. On part pas forcément du même niveau que une fille qui va faire 40 kilos. C'est ça. Et le leg press, normalement, en fait, pour un bon rythme, tu dois soulever ton poids. Tout simplement, c'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait un peu ce retour aussi de, de voir un peu le regard aussi des gens qui viennent te voir pour des conseils, en disant, mais attends, c'est quoi tes conseils? Et tu dis, mais, en fait, j'ai fait du sport toute ma vie, ça se voit pas forcément, effectivement, quand c'est pas la première pensée, on se dit, les abdos sont cachés. Mais, effectivement, le sport, pour moi, c'est vraiment universel, c'est adapté à tout le monde, c'est comme la nutrition, on peut tous se faire plaisir. Et c'est pour ça que vraiment, moi, c'était au cœur du combat, c'était, un peu les deux alliés, les deux cartes en main, me dire, il y a ce côté où je me fais du bien et je me retrouve avec moi-même, et l'autre côté où je me fais du bien aussi, mais c'est un capital santé. Ok, écoutez, il nous reste plus beaucoup de temps. C'était hyper intéressant. J'espère qu'on a donné pas mal de billes à toutes celles qui nous écoutent et qui vont écouter ou lire ou regarder ce podcast. Je pense qu'on va essayer de conclure quand même rapidement chacune. Vraiment, si vous aviez un conseil à donner, parce que les gens quand même vont nous regarder ici pour avoir des conseils sur la perte de poids. Donc si vous aviez un conseil à donner, soit pour avoir le déclic, soit quel a été votre meilleur allié dans votre processus de perte de poids, et comme ça on repart avec chaque personne qui va écouter ce podcast repart avec un peu un conseil précis en tête. Moi en fait je vais redonner le même que l'année dernière, c'est savoir s'entourer. Savoir s'entourer, que ce soit du corps médical, par ses proches, éloigner les personnes toxiques. Et je pense que c'est le plus important pour avoir des bases solides pour pouvoir aller de l'avant. Que ce soit par des bons médecins nutritionnistes ou des nutritionnistes, des naturopathes, faire de la sophro, avoir une bonne salle de sport avec des gens bienveillants qui regardent pas de travers, avoir des gens qui t'encouragent dans ton cercle privé. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important pour être équilibré et réussir à accepter son SOPK et à aller de l'avant et à avoir un déclic. Ça, je suis hyper alignée. Trouver le bon professionnel de santé, changer si vous trouvez pas le bon, c'est essentiel. Dorian. Moi, je dirais plus que c'est s'écouter. Parce que pendant quand même longtemps, j'ai voulu l'approbation des autres. J'ai vraiment cherché à ce qu'on m'accepte finalement avant de m'accepter moi. Et une fois que j'ai commencé vraiment à travailler ce point-là et à m'accepter moi-même, au final, ça avait plus vraiment d'importance et c'est quand même là que tout s'est un petit peu éclairé. Et c'est très beau. Joli. C'est très beau. Mon petit qui met deux mots. Il va falloir trouver une troisième idée. Moi, je dirais, c'est vraiment trouver ce qui est bon pour soi, parce que ça passe beaucoup par plein d'essais, plein d'échecs forcément. Mais vraiment trouver ce qui est adapté à nous, ce qui est adapté à l'une n'est pas forcément adapté à l'autre. Et du coup, c'est vraiment trouver son rythme en ce qui concerne l'alimentation, le sport. C'est vraiment trouver ce qui va nous faire du bien.
et ce qui en même temps va nous faire plaisir. Ouais, et l'entourage, toi aussi, dans ton l'entourage, cas. Moi, l'entourage, vraiment, ça a été vraiment le soutien et le déclic qu'il a fallu. Très clair. Et ben, merci mesdames pour ce podcast. Et puis, on se dit à une prochaine fois sur YouTube et vous à une prochaine fois dans la vraie vie. À Salut. bientôt. À bientôt.